Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de l'émission Eureka produite par Le Média pour tous. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet d'actualité brûlant, l'état de la liberté d'expression en France. Et pour en parler, nous accueillons un invité qui a consacré une partie de ses recherches sur la question, Jean Bricmont. Il a écrit notamment La République des censeurs, mais pas seulement. C'est un scientifique, il faut le savoir, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain. Il a connu ces derniers temps quelques déboires pour sa défense de la liberté d'expression. On a notamment fait interdire un séminaire de physique qu'il devait donner à Nice. On va en parler tout de suite. Il est là. C'est parti. Jean Bricmont, bonjour. Bonjour. On va se tutoyer ? Oui, on va se tutoyer. Ça ne te dérange pas ? Non, pas du tout. Alors, où en est-on en matière de liberté d'expression aujourd'hui en France et en Europe ? Bon, je vais commencer par me situer par rapport à toi, parce qu'on va me reprocher de parler à un monstre. D'abord, je te remercie évidemment d'organiser cette discussion. On s'est connus avant l'épisode, on va dire, Égalité et Réconciliation. C'est vrai. Et je t'ai connu comme chaviste, on va dire. Ce que tu es toujours. Moi, je ne me définirais pas comme ça, parce que je ne me définis pas par rapport à ce qui se passe dans les pays étrangers, mais je ne connais pas l'espagnol, j'ai jamais vécu là. Mais évidemment, j'avais de la sympathie pour tes positions, et moi, l'épisode Égalité-Réconciliation, je m'en fiche, quoi. Je veux dire, moi, je suis prêt de discuter de la liberté d'expression avec des gens de la France insoumise, du PCF, les trotskistes, mais les anarchistes, mais jamais ils n'accepteront de discuter de ça. Ce qui est déjà un problème en matière de liberté d'expression, c'est qu'on ne veut même pas discuter des limites. Les limites sont posées. On n'a pas le droit d'être raciste, antisémite, négationniste, etc. À mon sens, les termes ne sont pas définis, les gens sont poursuivis, etc. Bon. Alors, si tu parles de la situation actuelle en France et en Europe, par exemple, bon, je ne sais pas si elle est très connue en France, mais il y a une députée allemande du parti Die Linke, le parti de gauche, qui est l'équivalent de la France insoumise, dans un sens, qui s'appelle Sarah Wagenknecht, qui a grandi en fait en Allemagne de l'Est, qui est sur une gauche très sociale, et qui est donc en conflit avec la gauche sociétale qui domine évidemment même ce parti-là. Et sur l'immigration, elle a dit oui à l'asile politique, mais pour l'immigration économique, elle doit être régulée. Elle a été entartée, elle a été mise de côté par le parti, elle a été attaquée de tous les côtés, etc. En pratique, ça veut dire que le débat est impossible sur cette question dans un parti de gauche. Un truc encore plus choquant, c'est ce qui s'est passé ces dernières années avec le parti travailliste en Grande-Bretagne, dirigé par Jeremy Corbyn. Dès qu'il est arrivé, peut-être pas dès qu'il est arrivé, mais quand il était à la tête de ce parti, ça c'était vraiment l'aile gauche du parti, mais qui a gagné les élections internes au parti pour devenir dirigeant du parti. Il y a eu toute une campagne sur l'antisémitisme dans le parti travailliste. Alors évidemment, quand on a un parti de 500 000 membres et qu'on va surveiller tout ce qui se met, toutes les phrases, tous les trucs sur Facebook, tout ce que tu veux, on va trouver évidemment de quoi alimenter l'hystérie antisémite. Il y a un type comme Corbyn, c'est un type qui est manifesté contre l'Afrique du Sud à l'époque où le gouvernement anglais était comme cul et chemise avec le gouvernement d'apartheid. C'est un type antiraciste d'un point de vue pratique toute sa vie. Et aussi évidemment sur l'antisémitisme. Mais comme évidemment il applique le même raisonnement, on va dire, à Israël qu'à l'Afrique du Sud, il est considéré comme pro-palestinien, ce qu'il est dans un certain sens, et du coup on lui fait le coup de l'antisémitisme. Alors il y a eu des purges dans le parti, il y a eu des tas de gens qui ont été mis à la porte, etc. Et il y a un type, un certain Chris Williamson, qui en gros a dit l'erreur du parti, ça a été de céder beaucoup trop. Nous ne sommes pas antisémites, nous n'avons jamais été, etc. Du coup, lui a été exclu, puis il a été réintégré, et réexclu récemment du parti, simplement pour avoir dit ça et avoir défendu cette position. Alors il y a, je crois, une centaine pratiquement d'intellectuels juifs, dont Chomsky, dont Finkelstein, etc., qui ont signé une lettre pour dire ce type, il n'y a rien d'antisémite, etc. Elle a été publiée sur le site du Guardian et retirée, parce que, paraît-il, il y avait des signatures qui étaient discutables. On aurait pu retirer ces signatures, mais bon, on a retiré la lettre, alors que c'est des intellectuels juifs. Alors on me dit toujours, tu vois, on parle de s'attaquer aux juifs, mais qui s'attaque aux juifs? Ces gens sont juifs tout autant que les gens du CRIF ou de la LICRA ou de l'EPAC aux États-Unis ou du Board of Jewish Deputies en Angleterre. Donc, si tu veux,
cette question d'être pour ou contre les Juifs n'a aucun sens. Ça dépend lesquels vous prenez. Il y en a qui sont bons, c'est ceux qui sont pro-israéliens, qui sont dans la lutte contre l'antisémitisme, et ceux qui disent non, ça n'a aucun sens. Chomsky dit c'est une insulte aux victimes de l'Holocauste d'attaquer les pour antisémitisme alors qu'il n'y a rien, tu vois. Il y a juste le fait qu'il trouve qu'on a mené une campagne contre le parti, ce qui à mon avis est vrai, le Parti travailliste. Donc ça, c'est un autre exemple. Alors si on veut évidemment l'exemple éternel en Belgique et en France, tu prends Dieudonné, qu'on connaît tous bien. Lui, évidemment, quand il joue en Belgique, il doit jouer dans un champ. En France, il joue dans le Dieu d'Auguste. Je pense que si c'était un autre comique, s'il n'y avait pas de nouveau les attaques... Alors que ces spectacles sont même pas illégaux, parce que sinon on les interdirait. Mais il paye pour des remarques qu'il a faites ou des shows qu'il a fait dans le passé. Et donc... il est persona non grata dans les salles, quand il loue une salle, tu vois. Alors la France insoumise n'a rien trouvé de mieux que de protester contre le fait qu'en septembre, il irait à Nantes, je crois. Enfin, Ils ont fait un communiqué. Mais de quoi ils se mêlent? Ils sont critiques artistiques. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Qu'est-ce que c'est ces histoires? Qu'est-ce que c'est que cette idée pour un parti politique? Il y avait eu même des mouvements pro-palestiniens ont protesté contre le fait que Dieudonné venait jouer dans leur ville, comme s'il devait s'occuper de faire de la critique artistique. Il y a d'autres spectacles qu'on peut peut-être considérer comme scandaleux, choquants, etc. C'est absurde. C'est toujours... Et donc, je trouve, c'est fait... Donc, il y a évidemment les lois dont on va discuter, la loi Guesso, la loi Pleven sur l'incitation à la haine, mais en dehors des lois, parce qu'ici, on ne parle pas des lois à proprement parler, on parle d'un climat d'intimidation. D'accord ? Alors, il y a M. Pénaruiz qui était à l'université de la France Insoumise, il a dit qu'on a le droit d'être islamophobe. Immédiatement, et ça montre tout le problème de la liberté d'expression, c'est qu'évidemment, qu'est-ce que le mot veut dire ? Pour lui, ça veut dire critique des religions. Philippe Marlière l'attaque en disant non, parce que la définition du dictionnaire, c'est aussi hostilité aux musulmans. Et on rentre dans toutes sortes d'ambiguïtés, parce qu'évidemment, si on critique une religion, on est en général critique aussi des gens qui la propagent, qui la défendent, qui y croient, etc. Je veux dire, c'est très difficile de faire cette distinction. Alors, est-ce que c'est du racisme d'être critique de gens qui pensent que, etc. On rentre dans une discussion, en fait, à mon avis, totalement scolastique. Mais de nouveau, on voit le problème de la liberté d'expression, puisque... il y en a tous les jours, pratiquement, des choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un professeur américain, Jonathan Turley, qui souligne que les Nations Unies, et ça c'est un problème, régulièrement, ils veulent empêcher la diffusion de propos haineux. Ils vont faire un crime international. Les pays musulmans veulent que le blasphème soit inclus. Israël veut que l'antisémitisme soit criminalisé. Et même aux États-Unis, un sondage montre que la moitié des étudiants aux États-Unis ne croient pas que la propagande haineuse devrait être protégée. Mais évidemment, tout le problème, c'est quelle est la définition de la haine. Quand est-ce qu'on définit? On verra que c'est très ambigu, la question de la haine. Et alors, il critique la France, parce que la France, en voulant censurer les propos haineux sur Internet, en fait, si, mettons, Google ou Twitter, etc., doivent réguler les propos en France, ils vont aussi les réguler aux États-Unis, parce que c'est plus facile de les réguler partout que de les réguler à un endroit et pas l'autre. Et il dit la triste ironie de voir la France prendre la tête des pays visant à restreindre la liberté d'expression, autrefois bastion de la liberté. La France est aujourd'hui devenue l'une des plus grandes menaces mondiales contre la liberté d'expression. Ça, c'est ce professeur américain qui exprime cette opinion. Et finalement, je vais citer un sondage qui a été fait en Allemagne, où on voit que seulement 18% des personnes interrogées pensent qu'elles peuvent exprimer leur opinion dans la sphère publique sans problème. 18%. Mais si on pense aux pays de l'Est, aux pays socialistes dans le temps, enfin peut-être pas tout à la fin, mais disons dans les années 60, moi j'ai été dans ces pays dans les années 60, 70, je suis sûr qu'on pourrait trouver 20% de la population qui soutenait le système, probablement plus, parce que sinon il n'aurait pas tenu si longtemps. Et donc c'est assez intéressant de voir aussi en Allemagne, 17% des gens croient qu'ils peuvent s'exprimer librement sur Internet. D'accord ? Alors, 59% disent qu'ils peuvent exprimer leur véritable opinion qu'entre amis et connaissances. Alors on se demande, mais qu'est-ce qu'ils disent de si horrible? Je veux dire, ça montre que les populations européennes sont, enfin en Allemagne particulièrement, c'est là où c'est le pire, mais sont terrorisées par le politiquement correct, ou par les lois, soit ils ont des doutes sur l'Holocauste, alors là c'est illégal, soit ils sont hostiles à l'immigration, à l'islam, je sais pas, aux organisations juives, enfin, c'est toujours ces thèmes-là qui reviennent, à l'homosexualité, peut-être tant qu'on y est. Et s'ils sont hostiles à tout ça, ils se disent on peut pas le dire en public, même si c'est pas illégal, stricto sensu. Et donc je pense que la situation est très mauvaise. Alors toi, Jean Bricmont, comment tu définis la liberté d'expression? Ah, ça c'est important à définir, parce que je remarque qu'en France, et en Belgique évidemment, on a cette attitude qui est de considérer que la censure, par exemple, quelqu'un avait retiré
un commentaire que j'avais mis sur sa page Facebook et il dit comme ça tu pourras te plaindre d'être censuré. Mais non, c'est sa page Facebook, il fait ce qu'il veut. J'envoie un article au Monde, il ne veut pas le publier, ils font ce qu'ils veulent. Quand on parle de liberté d'expression, pour moi, le truc basique, le niveau zéro, si tu veux, c'est la question légale, d'accord? L'État, les tribunaux, la prison, les amendes, etc. La loi. Est-ce que la loi interdit l'expression d'opinion privée? Une opinion privée, c'est pas TF1, c'est pas BFM, c'est quelqu'un qui, maintenant, avec Internet, disons, qui met sur son site, sur sa page Facebook, etc., certains propos. Ça, pour moi, ça, tant que ce sont des opinions, c'est sacré. Enfin, ça ne peut pas être censuré. Mais il faut savoir ce que sont des opinions. Des opinions sont des assertions de faits ou des assertions morales ou philosophiques, etc., scientifiques, pseudo-scientifiques, religieuses, anti-religieuses, historiques, etc., vraies ou fausses, choquantes ou pas choquantes, mais ce genre d'assertion. Tu inclus la croyance dans les opinions? Ah oui, bien sûr. Si tu dis que Paris n'est pas la capitale de la France, c'est une opinion. Peut-être absurde, mais c'est une opinion. D'accord? Donc, les assertions de faits. Si tu dis qu'il y a des races différentes et certaines races ont des qualités qui les rendent supérieures aux autres, c'est une opinion. Si tu penses qu'il y a un peuple qui a été élu par Dieu, c'est une opinion. Si tu penses que c'est une absurdité, c'est aussi une opinion. Si tu penses que les chambres à gaz n'ont pas existé, c'est une opinion. Quand Chouard est passé devant le média, on lui a dit c'est pas une opinion, mais ce qui veut dire que c'est pas une opinion raisonnable, c'est pas une opinion vraie, etc. Mais ça a la forme d'une opinion. Tu vois, la négation d'une opinion, c'est une opinion. Paris est la capitale de la France, c'est une opinion. Paris n'est pas la capitale de la France. Par définition, c'est aussi une opinion. Toutes les assertions, l'homosexualité est un péché, les incroyants vont brûler en enfer pour l'éternité, tout ça, ce sont des opinions. Ce sont des opinions qui sont crues par beaucoup de gens, en plus dans les deux derniers cas que je viens de donner. Et donc, Dieu existe, Dieu n'existe pas, etc. Bon. Donc tu es d'accord avec Peña-Ruiz? Non, pas tout à fait, parce que Peña-Ruiz, il veut distinguer entre le racisme et... Oui, je suis d'accord qu'on a le droit d'être islamophobe, mais lui, il estime qu'on a le droit d'être islamophobe au sens de la critique des religions, mais pas d'être hostile à... il estime que c'est du racisme si on s'attaque aux personnes, tu vois? Donc je peux prendre la citation, je peux prendre exactement ce qu'il a dit à la France Insoumise, il faut que je retrouve exactement ce qu'il a dit, mais le racisme anti-musulman est un délit, la critique de l'islam n'en est pas un. C'est compliqué parce que le problème, c'est que dire qu'on met en question les personnes pour ce qu'elles sont, si on les met en question parce qu'elles croient certaines choses qu'on estime fausses, on dit voilà, c'est idiot ce que vous croyez, par exemple, c'est des conneries. Moi, on m'a dit ça quand j'étais chrétien, et j'ai fini par changer d'avis. Mais donc, je trouvais que c'était très bien qu'on me dise ça. Mais si on te dit ce que tu crois, c'est des conneries, est-ce que c'est de mettre en question pour ce que tu es ou pour ce que tu penses? Tu vois, je veux dire, évidemment, si tu dis, si quelqu'un veut m'exclure parce que je suis d'origine catholique, ça c'est autre chose, ça c'est pour ce que je suis, si tu veux. Mais c'est pas ça qu'on parle. Tu vois, le meilleur exemple, c'est quand il dit on n'a pas le droit d'être homophobe parce que le rejet des homosexuels vise des personnes. On rejette des gens pour ce qu'ils sont, et là on n'a pas le droit de le faire. Le rejet ne peut porter que sur ce qu'on fait et non pas sur ce qu'on est. Mais les homosexuels pratiquants, on va dire, font des actes homosexuels. Bien sûr, moi je suis pour la liberté complète des homosexuels, c'est pour le mariage pour tous, je n'ai rien contre les homosexuels. Mais si on veut analyser la question du discours, alors il faut se rendre compte que les gens qui disent que c'est un péché, qu'ils vont brûler en enfer pour l'éternité, ce qui est une opinion qui était massivement répandue en Occident jusqu'à pas très longtemps, et qui est encore massivement répandue dans beaucoup d'autres pays où règne le christianisme, l'islam et peut-être d'autres religions, je ne sais pas, alors je ne comprends pas en quoi est-ce qu'on peut considérer ces opinions comme des délits. Ce sont des erreurs, mais ça ne peut pas être un délit. Or, il y a même des chrétiens qui disent on condamne l'homosexualité, mais pas les homosexuels. On condamne l'action, mais pas la personne. Ça devient des arguties, d'une certaine façon. Donc, pour moi, c'est l'exemple typique où le mot homophobe n'est pas clair. Si tu dis, par exemple, il faut tuer les homosexuels, ça c'est un appel au meurtre. Si tu dis que l'homosexualité doit être criminalisée comme elle l'était jusque dans les années 60, 70, etc., dans beaucoup de pays occidentaux, c'est un délit. Je souhaite qu'on rétablisse ces lois, je trouve ça absurde, scandaleux, mais c'est une opinion. Donc ça pose la question de la limite à la liberté d'expression. Oui, parce que pour moi, il y a beaucoup de limites. L'appel au meurtre, par exemple, ne fait pas partie bien des... sûr, tous les appels à des actes illégaux, certaines actions sont illégales. Les paroles, ça, à moins qu'elles soient liées directement à des actions, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais évidemment, si c'est de la diffamation, si c'est des insultes, etc., personnelles, tu vois, si tu dis que je suis pédophile, par exemple, tu ne peux pas le prouver, ça, je peux te poursuivre pour diffamation ou pour insulte, tu vois. Mais
En plus, je suis très modéré parce que on me dit toujours c'est la liberté américaine, mais aux États-Unis, par exemple, les contributions aux campagnes électorales de candidats sont considérées comme couvertes comme une expression d'opinion. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et donc, c'est uniquement l'expression d'opinion au sens classique du terme, tu vois. Alors, donc, et en plus, personnellement, je considère que la France ou la Belgique ont le droit d'interdire à des prédicateurs saoudiens, mettons, de venir faire de la propagande en France, par exemple. Ça ne me choque pas, parce que je me limite toujours au droit du citoyen à l'intérieur d'un État. Je ne parle pas en termes de droits de l'homme. Je m'intéresse aux conséquences de la censure dans un État démocratique donné, dans l'État actuel de la France. Je ne me préoccupe pas de savoir s'il aurait dû y avoir la liberté d'expression sous la Révolution française ou ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que beaucoup de défenseurs des droits de l'homme utilisent les droits de l'homme comme argument pour s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. Et c'est aussi pour ça qu'on m'accuse de défendre les dictateurs, ce que je ne fais pas, mais je défends la politique étrangère de la Suisse, c'est-à-dire je défends la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, qui est la base de la charte de l'ONU, l'égale souveraineté des États. Ça, c'est un autre chapitre. Mais comme je défends ça, je ne veux pas non plus utiliser l'absence de liberté d'expression dans certains pays pour les diaboliser, tu vois. Donc je m'occupe effectivement de ce qui se passe ici. Donc si je te suis bien, finalement... Donc c'est très limité. Hein. Aux États-Unis, je suis fasciste. Hein. Aux États-Unis, je suis tellement limité que, par exemple, les gens considéraient comme... Ici, on me considère comme d'extrême droite parce que je la défends, mais là-bas, je serais peut-être considéré comme d'extrême droite parce que je la défends pas assez. Donc selon toi, on a le droit bien sûr d'être islamophobe, d'être... Raciste, antisémite. Voilà, raciste et antisémite. Mais tant que ce sont des opinions. Ben, je sais pas, qu'est-ce que c'est. Si tu dis qu'il y a des races supérieures et inférieures, c'est raciste, non? Ben, c'est une opinion. Si tu dis que les Juifs dominent le monde, c'est une opinion. C'est une opinion antisémite, mais c'est une opinion. Alors, le cœur du débat, c'est l'argument qu'on oppose immédiatement, c'est de dire, oui, mais cette opinion conduit à des actions. C'est-à-dire qu'avant toute action, il y a des mots qui se répandent, bien sûr. et qui influencent les gens, et qui amènent aux heures les plus sombres. Oui, mais d'abord, ok, il faut distinguer deux choses. Et d'abord, tu vois, si tu es cohérent avec cette idée-là, alors tu dois pratiquement tout interdire. Parce que dans la littérature classique, tu prends le livre de Blanc-Rieux, par exemple, Le monde contre soi, tu as des propos antisémites de tous les auteurs, de tous les écrivains, etc. Bon, tout ça, tu mets à la poubelle parce que tous ces écrits antisémites pourraient susciter un nouvel holocauste. Donc tu mets à la poubelle Marx, Dostoïevski, Victor Hugo, Jaurès, Voltaire, voilà. On va pas parler de Céline parce que ça c'est trop évident, mais tout ça tu mets à la poubelle. Bon, numéro 1. Numéro 2, évidemment, tu mets à la poubelle Marx parce que ça a mené au goulag, etc. Puis Nietzsche parce que ça a mené à Hitler, à Heidegger aussi, tous les heideggeriens français, tout ça poubelle. Donc finalement, tu arrêtes tout. Et qu'est-ce que tu fais Alors qu'est-ce que tu fais? Ça c'est le plus intéressant, des appels à la guerre. Parce que ce qui me préoccupe en fait aujourd'hui, et ce qui est risqué aujourd'hui, c'est pas les propos où il n'y a jamais, par exemple, il n'y a jamais eu de trouble à l'ordre public à ma connaissance, de gens qui sortaient de spectacles de Dieudonné. Tu vois, on dit, par exemple, on a voulu interdire ces spectacles au nom de troubles à l'ordre public parce que des gens allaient manifester pour créer des troubles. Mais quand les gens sortent de ces spectacles, ils ont rigolé, ils vont pas faire de pogrom ou je sais pas quoi. Il n'y a jamais de violence à ma connaissance dans les spectateurs. Et donc, il faut quand même avoir une vue un peu réaliste de la situation aujourd'hui. L'histoire des heures les plus sombres, enfin je veux dire du nazisme, etc., c'était après la Première Guerre mondiale, une guerre où les Allemands avaient perdu, ils avaient perdu des millions d'hommes, ils avaient perdu du territoire avec le traité de Versailles, l'Autriche-Hongrie avait été démembrée, il y avait une crise, il fallait une brouette de Deutsche Mark pour acheter un pain en 1923, puis après ils sont retombés dans une crise économique quand il y a eu la crise aux États-Unis en 29, etc. Il y avait des millions de chômeurs, et les chômeurs, c'était pas les mecs qui vivaient avec des allocations qu'il y a aujourd'hui. Hein. Donc, franchement, ok, peut-être qu'il y aura une crise économique qui recréera ces conditions ici aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Et c'est se faire peur, une peur imaginaire que j'ai entendue toute ma vie, depuis ma jeunesse, menace du fascisme, fascisation de l'État, etc., etc. J'ai toujours entendu ça. Moi, je l'attends toujours. Enfin, je ne le souhaite pas, évidemment, mais je ne le vois pas, donc je pense que c'est un fantasme. Et donc, vouloir réprimer la liberté d'expression, comme je dis, si on est cohérent en disant « Ah, mais il y a un lien possible », je crois que c'est BHL qui a dit un jour, le goulag est dans Marx et Marx est dans Voltaire. Il y a un lien possible, tu vois, entre les Lumières et Marx. Alors, si tu fais ça, tu fermes tout, tu supprimes toute la culture, toutes les bibliothèques, tout. Alors, je sais pas, et si tu le fais pas, tu dois mettre une limite quelque part. Et moi, la limite, c'est dans la pensée et l'action.
C'est-à-dire l'action immédiate, pas le fait qu'il y a des liens avec des actions à long terme. Comment tu en es arrivé là, Jean Bricmont, à t'intéresser à ce sujet de la liberté d'expression? Oui, ça c'est une bonne question, parce que en fait, moi en plus comme je suis un enfant de 68, dans ma génération, la plupart des gens acceptaient l'idée que Faurisson, par exemple, ou le négationnisme devrait être interdit, etc. Et moi, à un certain temps, j'ai accepté ça. Mais j'ai été vivre aux États-Unis, j'ai été très influencé, ça je dois le dire, à la fois politiquement et philosophiquement, par Chomsky. J'ai découvert là-bas, parce qu'en France, on n'en parlait pratiquement pas à l'époque. Enfin, moi, j'avais jamais entendu parler. Et donc, je l'ai lu beaucoup là, et j'ai trouvé qu'il y a deux aspects intéressants chez lui. L'un qui est relativement connu maintenant, c'est sa critique de la politique étrangère américaine, mais et après, mais ça c'était pas tout de suite, c'était la critique des médias dans le livre avec Herman et Chomsky, La fabrication du consentement, qui est un livre extraordinaire, qu'il faudrait lire dans toutes les écoles de journalisme, et qui, par conséquent, serait étudié dans aucune école de journalisme. Et donc, donc sa critique des médias, enfin tout ce qu'il a fait autour de ça, et son attitude vis-à-vis des sciences humaines, sa critique radicale des sciences humaines en disant vous ne posez pas la question de ce qu'est l'être, enfin pas tous, mais à l'époque où il a commencé à faire sa critique, vous ne posez pas la question de ce qu'est l'être humain. Qu'est-ce qu'il y a? La pensée est forcément produite par le cerveau. Le cerveau est un organe comme le foie, l'estomac, les poumons, etc. Cet organe doit fonctionner d'une certaine façon qui forcément est génétiquement déterminée. Et c'est cet organe-là qui détermine, comme l'estomac et le reste, la réponse de l'organisme à l'environnement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est influencé par l'environnement, on absorbe des photons, on a des ondes acoustiques qui rentrent dans nos oreilles, mais c'est le cerveau qui transforme ça en sens, qui transforme ça en concept, en sensation, en pensée, etc. Et il ne peut pas le faire s'il n'y a pas une base innée d'où il part. Sinon, c'est une table rase à la naissance, ça c'est l'idée alternative, si on veut. Le cerveau est une table rase et l'expérience vient écrire toutes nos représentations à partir sur cette table rase. C'est simplement inconcevable. Et donc Chomsky avait expliqué ça très en détail. Et ça, c'est ce que je trouvais très intéressant. Parce que ça contredisait toutes les approches, presque toutes les approches psychologiques, sociologiques, etc., qui dominaient dans l'espace francophone, on va dire. Et donc, quand je suis revenu des États-Unis, j'ai voulu parler de lui, etc., parce que je trouvais ça intéressant. Ça critique, par exemple, Bourdieu. Bon, je ne suis pas spécialement contre Bourdieu, mais Bourdieu, il n'y a pas le mot gène, inné, on ne trouve pas ça dans l'index de ses livres. Hein. Et je lui ai parlé, il m'a dit, il n'y a presque rien d'universel, il n'y a rien d'inné, c'est pas vrai. Les sciences, en plus, c'est le début, Chomsky, c'est pas le seul, mais c'est le début des sciences cognitives qui maintenant sont très importantes, très développées, où on a découvert des universaux de la nature humaine, etc. Et qui évidemment renvoient à une question qui nous ramène à un autre tabou de notre époque, qui sont les différences innées entre hommes et femmes, hein, qui est aussi un sujet très étudié maintenant par les sciences cognitives, et où de nouveau, les gens font la sourde oreille dans certains milieux de sciences humaines. Et donc ça m'a intéressé, les deux m'intéressaient. Et quand je suis revenu en Belgique, j'ai essayé de parler de ça. Ah, Chomsky, il a fait une préface au livre de Faurisson, dont on va parler dans un moment, mais il a fait une préface, en fait, un texte de Chomsky s'était retrouvé plus ou moins à l'insu de son plein gré, comme avis, c'est pas une préface, un mémoire en défense de Faurisson que Faurisson avait fait pour répondre à des attaques dont il avait été l'objet, et donc il avait fait un mémoire pour se défendre, et c'était un avis qui ne touchait absolument pas aux opinions de Faurisson. Chomsky a dit que c'était l'Holocauste, c'était la plus grande explosion de folie dans l'histoire humaine, etc. Il n'a jamais commencé le commencement de contester quoi que ce soit, mais il avait défendu la liberté d'expression. Et toi, ça c'est un truc qui est aussi remarquable avec la liberté d'expression, c'est que c'est devenu non seulement l'Holocauste est tabou, ça on le sait, mais non seulement ça, mais c'est tabou même de discuter de la liberté d'expression. Tu vois? Et donc je me suis intéressé à ça uniquement parce que je m'intéressais à Chomsky. Et je disais, tiens, pourquoi on ne publie pas Chomsky? En Belgique, on est arrivé à le publier en 92. On a publié des cours qu'il avait donnés à Managua, qui n'avaient rien à voir avec la liberté d'expression, qui avaient juste à voir avec la politique étrangère américaine, donc au Nicaragua, à l'époque des sandinistes. Et mais en dehors de ça, il n'y a pratiquement rien eu de publié entre 80 et 95. Parce que il était infréquentable, etc., à cause uniquement de la question de la liberté d'expression. Alors qu'évidemment, il a des thèses beaucoup plus contestables, et moi aussi,
Il est quand même anarchiste, un socialiste libertaire. Pour lui, les usines devraient être contrôlées par les travailleurs. Ce serait une toute autre forme d'économie. Il devrait y avoir beaucoup plus de démocratie directe. Enfin, tout l'impérialisme américain devrait être démantelé, le Pentagone aussi. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas des trucs, à mon sens, banals. Je suis d'accord avec lui pour l'essentiel. Mais c'est pas banal comparé à la question de la liberté d'expression qui est, pour moi, résolue depuis la Révolution française. De nouveau, si on regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit que les gens ont le droit d'exprimer leur opinion. On n'a pas dit à condition que certaines organisations aient décidé que vos opinions ne sont pas racistes, sexistes, homophobes, etc. Non, c'est pas marqué. Il est marqué votre opinion. Et quand les gens ont écrit ça, ils pensaient à l'opinion comme je le pense. Et quand ils ont fait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était aussi la même chose. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme a donné un livre qui m'amusait beaucoup quand j'étais jeune, c'était le petit livre rouge. Tu vois, la libre communication des pensées et des opinions, l'un des droits les plus précieux de l'homme. L'article de 1789. La Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la liberté d'expression vaut pour les opinions qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction de la population. Donc ça, c'était un jugement qu'ils avaient fait pour un livre qui s'appelait Le petit livre rouge des écoliers et des lycéens, qui était un truc un peu anard qui circulait après 68. Et le Comité des droits de l'homme de l'ONU dit les lois qui criminalisent l'expression d'opinion concernant des faits historiques, donc je pense qu'ils pensent à l'Holocauste, sont incompatibles avec les obligations que le pacte impose aux États parties en ce qui concerne le respect de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. Ça, c'est l'ONU, on ne peut pas être plus clair. D'accord ? Et donc cette conception n'est pas du tout exotique, elle est celle de toutes les constitutions démocratiques dans le monde. Et donc c'était banal par rapport à son anarchisme, son anti-impérialisme, etc. Et c'est vu sur la nature humaine. Mais c'était impossible, c'est une expérience personnelle que j'ai eue, c'était impossible d'en parler. Et alors l'affaire Faurisson, justement, c'est un tournant dans l'histoire de la liberté d'expression en France? Pour moi, c'est le tournant, avec la loi de Pleven de 72. Parce que dans la loi Pleven, tu vois, on a criminalisé l'incitation à la haine. Et ça, c'était très vague, tu vois. Le problème de l'incitation à la haine, et en plus, on a donné le droit à des organisations autoproclamées antiracistes de poursuivre les gens qui incitaient à la haine. Et donc, je peux donner 3 exemples. En plus, à gauche, parce que la gauche, souvent, adule ce genre de trucs. Un, c'est Daniel Mermet, qui est un animateur de radio qui travaille à France Inter, qui maintenant a sa propre chaîne qui s'appelle Là-bas si j'y suis. Et il avait l'habitude de passer des messages qu'il laissait sur son répondeur. Donc, pour laisser des messages sur le répondeur, il les passait à l'émission suivante. Il y a des messages, j'ai pas les messages exactement, mais qui étaient trop critiques d'Israël. Oups, procès, qu'il a gagné. Mais enfin, alors on me dit toujours, oui, il a gagné, oui, après quelques années de procès, traîné dans la boue, témoignage de BHL, de Finkielkraut pour dire combien c'était un monstre, etc. Donc c'était pas très gai. Alors, un autre, c'est un article dans Le Monde de Morin, qui est un sociologue assez connu, Daniel Salnave, qui est une écrivaine, et Sami Nahir, qui est un intellectuel. Et ils avaient écrit un article où ils avaient rappelé la phrase de Gaulle sur le peuple dominateur et sûr de lui. Et puis en gros, ils avaient dit comment est-ce qu'un peuple martyr peut devenir un peuple bourreau, quelque chose comme ça. Enfin, à propos d'Israël, ils ne parlaient que des juifs israéliens, ils ne parlaient pas des juifs en général. Hop, procès. Qu'ils ont gagné, mais quand même, procès. Et alors le pompon, je trouve, c'est Siné, qui s'est moqué du fait que, d'après une information qui était dans Libération et qui venait d'un type de la LICRA, donc il ne venait pas d'une source suspecte, on va dire, le fils de Sarkozy, Jean Sarkozy, allait épouser l'héritière de Darty, qui est apparemment juive, et il allait se convertir à la religion juive pour se marier avec cette madame. Mais évidemment... En ajoutant, il a de l'avenir, ce garçon. Oui, c'est tout ce qu'il a dit. Il a ajouté ça, par rapport à Libération. Oui, il ira loin, ce garçon. Mais il a repris le communiqué de Libération. Il a été mis à la porte de Charlie Hebdo, poursuivi, etc. Il a gagné, mais il ne manquerait plus que ça. Je veux dire, quand on voit que Siné, il a fait un dessin quand même où tu vois une nonne s'enfonçant un crucifix dans le vagin en disant c'est ça la religion. Donc, je veux dire, il a fait tous les excès possibles et imaginables. Ça ne me dérange pas, c'est très bien. Mais qu'on ne me dise pas que c'est extraordinaire de se moquer d'une conversion. Et d'ailleurs, il l'a dit, j'aurais fait la même chose si c'était une conversion à l'islam, au catholicisme, etc. Parce que c'est des conversions, Paris vaut bien une messe, si tu veux, c'est des conversions qu'on suspecte être d'opportunité. C'est pas qu'on a subitement découvert la vérité d'une religion, mais on veut épouser une riche héritière qui est une religion XYZ et on se convertit à la religion XYZ pour cette raison. Bon, que ce soit vrai, que ce soit la raison ou pas, c'est ce que les gens vont dire dans les chaumières si ce genre de conversion a lieu, d'accord? Ils vont pas croire à la sincérité de la conversion. Alors moi, j'en sais rien si c'est sincère ou pas, mais je veux dire,
pour un humoriste, ça devrait être autorisé d'ironiser là-dessus. C'est tout ce qu'il a fait. Alors on me répond toujours qu'ils ont gagné. Oui, ça c'est vrai, mais moi j'ai pas envie de passer 5 ans au tribunal, tu vois, payer des avocats, et traîner dans la boue, dans les journaux, devoir récolter des soutiens, essayer de trouver des gens qui veulent bien me soutenir, qui veulent bien dire, ouais, non, il est pas antisémite, ça va, il est ok. J'ai pas envie de faire ça. Donc ça, c'était la loi de 72, de la loi Pleven. Il y a d'autres exemples dans mon livre, mais d'abord, premièrement, il faut que je sois clair sur cette histoire. Sois clair. Moi, je ne nie rien. Mon propos, ni rien dans mon livre n'est négationniste, je ne nie rien, j'accepte toute l'histoire dite officielle, peu importe, orthodoxe, appelez ça comme vous voulez, je ne conteste pas, c'est pas mon problème. J'ai pas envie de discuter des chambres à gaz, je veux bien accepter tout ce qu'on me demande d'accepter. Je trouve absurde que la police me demande d'accepter certains faits historiques, première chose, ou les tribunaux, etc. Je trouve ça absurde. Et ça va tout à fait contre l'esprit de nos lois. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Mais mon propos ne touche que la question de la liberté d'expression, et comme j'essaye d'expliquer, la liberté d'expression, tu vois, un des arguments classiques en faveur de la liberté d'expression, et je crois que je vais l'illustrer, je l'illustre dans mon livre, c'est la question de la pente glissante. C'est-à-dire, tu dis, voilà, donc Forisson, il nie l'existence des chambres à gaz, ça, il n'y a pas de discussion, il le nie. Ça, il a été condamné pour ça, mais il le nie. Mais le problème, c'est qu'alors tu arrives, quand tu veux censurer ce genre d'opinion, il ne suffit pas de punir Forisson, il faut encore punir les gens qui insinueraient que, ce qui n'est pas mon cas, mais qui pourraient insinuer que les chambres à gaz n'ont pas existé. Ou simplement, quelqu'un pourrait dire, voilà, Forisson, il dit X, Y, Z avec tels arguments. Il a tort, il a tort, et puis on donne de mauvais arguments pour réfuter Forisson, et du coup, le message de Forisson passe. Donc, il faudra en plus juger l'intention des gens, parce que peut-être la personne qui fait ça le fait pour, en fait, faussement critiquer Forisson tout en le défendant, ou bien, simplement, il est maladroit. Il faut rétablir le procès d'intention. Donc, on rentre dans des difficultés sans fin, qui étaient d'ailleurs soulignées, je cite ça, Robespierre, par exemple, Robespierre, à la Révolution française, en 1791, devant les amis de la Convention, il fait un discours remarquable sur la liberté d'expression, ce qui montre aussi que c'est pas une invention américaine, où il dit, voilà, si on me montre un crime, c'est ce que j'avais dit avec l'action et la parole, on me dit un crime, voilà, il y a des faits, il y a des témoins, on peut juger, etc. Si on me dit qu'il y a une opinion séditieuse, etc., choquante, hein, je ne sais pas où sont les preuves, comment je vais juger ça, où sont les faits matériels, tu vois. C'est trop subjectif. En même temps, après, il y a eu la loi des suspects. Oui, 93, mais il y a eu la Révolution. Non, mais on va pas faire la Révolution française. Ça, c'est autre chose. Je parle du principe de ce qu'il dit, d'accord? En 1791, il n'y avait pas 1792, il n'y avait pas la République en danger. Enfin, il n'y avait pas tout ce qui s'est passé après. Après, évidemment, c'est devenu un gouvernement, si tu veux, évidemment, là, quand tu guillotines les gens, tu peux pas dire que tu violes leur liberté d'expression, quoi. Ça, évidemment, ça, c'est un peu pire que d'interdire des propos quand tu guillotines les gens. Mais je parle de l'idée qu'il avait en 91. C'était, à mon avis, tout à fait correct. Il n'était pas le seul à penser comme ça, évidemment. Ça faisait partie de l'esprit de la déclaration, de la révolution, etc. Et donc, pour revenir donc à Forisson, donc lui, il nie, mais je pense que je vais donner au moins 4 exemples de personnes qui n'ont rien nié: Chomsky, Gollnisch, l'abbé Pierre et Chouard, et qui ont été pris dans la tourmente de la pente glissante. C'est-à-dire, ils ont été diabolisés, ils n'ont peut-être pas été tous condamnés, oui, certains ont été condamnés, mais enfin, ils ont été diabolisés, menés au tribunal, etc., parce qu'ils sont associés, ils ont dit des choses qu'on a considérées comme, etc., alors qu'ils n'ont évidemment rien nié, ils ne sont pas des militants de la cause révisionniste ou négationniste, etc. Et donc ça c'était un des principaux arguments. Et comme exemple de pente glissante que je trouve, alors là, je trouve ça tout à fait extraordinaire, même si je ne veux pas pleurnicher, parce que je ne suis pas du tout du genre, on n'a pas été gentil avec moi, mais je devais faire le 28 mai passé une conférence de physique à l'université de Nice. Un soi-disant collectif citoyen, qui pour autant que je sache est réduit à un seul individu, un certain David Nakache, a alerté des départements qui m'invitaient, du fait que j'étais un horrible monstre qui défendait la liberté d'expression, et le séminaire a été annulé. Et en même temps, un syndicat étudiant solidaire avait dit que si je faisais mon séminaire, il viendrait mettre le sbeul, comme ils disent. Bon, c'est du néo-français, c'est pas français de ma jeunesse, mais bon. Et donc, il allait foutre le bordel. Bon, ça c'est le français de ma jeunesse. Et donc, et du coup, on l'a annulé. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que quelle est la logique? Je parle de physique.
Il n'y a pas un mot sur la liberté d'expression, il n'y a pas un mot sur la politique, il n'y a pas un mot sur Israël, il n'y a pas un mot sur les chambres à gaz, rien. D'accord? On ne parle que de physique. Séminaire destiné à des professeurs. Attends, en plus destiné à des chercheurs, professeurs, ça, il n'y a pas un étudiant réel dans la salle d'étudiants de maîtrise ou de... Parce qu'ils n'ont pas le niveau en général. Bon, donc, séminaire spécialisé. Et je donne comment dirais-je, l'idée, c'est que si par hasard un étudiant était là, il pourrait aimer mon séminaire, googler mon nom, découvrir que je défends la liberté d'expression, suite à ça, googler le nom de Faurisson, tomber sur une vidéo de Faurisson et devenir néo-nazi. Je ne vois pas quelle logique pourrait-on... Enfin, cette logique est tout à fait tordue, mais je ne vois pas quelle logique on pourrait faire pour lier mon séminaire à la défense du fascisme. Tu vois? Mais n'empêche, on ne pourrait pas... Évidemment, c'est une façon de me punir pour mes positions sur la liberté d'expression. C'est ça le but de l'affaire. Mais c'est pas la seule fois que c'est arrivé. J'avais été invité, je crois en 2012, c'était déjà un moment, à la fête de l'UMA à parler de mon livre, que j'ai fait allusion, L'impérialisme humanitaire, qui est le livre sur la critique justement du droit d'ingérence humanitaire, etc. Rien à voir avec la liberté d'expression. Les gens sont venus, des antifascistes, ils ont dit voilà, s'ils parlent, on fout le bordel, etc. Parce que révisionnisme, etc. J'avais été invité à un labo de la région parisienne aussi à faire un séminaire de robot de physique. Ce séminaire plutôt de philosophie des sciences, on va dire. Hop, 2 jours avant, le téléphone, non, on ne peut pas venir, liberté d'expression. Donc, c'est pas la seule fois que ça m'arrive. Et depuis l'apparition de mon livre et d'émission de Tadi, où j'ai, entre guillemets, défendu Dieudonné, mais très modérément, on m'a déjà dit ça plusieurs fois, on ne peut plus t'inviter nulle part. Donc, ça, c'est la censure secondaire, tertiaire, quaternaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre comme numéro, parce que, encore une fois, moi, j'ai rien nié, tu vois. Avec les antifas, qui sont quand même au cœur de ces polémiques, puisque ce sont eux qui ont quand même menacé de mettre le SBUL oui, ça, c'est les étudiants, à ton séminaire. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces groupuscules? C'est pas le pouvoir, les antifas, tu vois, c'est pas l'État qui va... Si, je trouve que c'est des idiots utiles du pouvoir. D'accord. Bon. Mais, oui, c'est des idiots utiles. C'est peut-être des idiots même pas très utiles, mais c'est des gens qui se trompent de combat complètement. Tu vois, on dit souvent les racistes se trompent de combat. Moi, je veux bien, mais les antiracistes aussi, parce que les antiracistes s'attaquent au peuple qui est supposé être raciste le plus souvent. Et donc, à moins de venir avec une théorie comme quoi c'est le capitalisme qui engendre le racisme, qui est une théorie qui ne tient pas debout. Mais revenons à Faurisson. Parce que, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 78, je crois 79, il a écrit des articles dans Le Monde qui étaient négationnistes, mais que Le Monde a publié. Il n'était pas obligé. Il n'était pas été avec un revolver en disant on devait publier. Bon, ils l'ont publié, je ne sais pas pourquoi, mais ils l'ont publié. Bon. Et puis il a été poursuivi, il a été condamné en 81 et 83, 2 fois, donc en première instance et en appel, mais les attendus étaient tout à fait extraordinaires. Le tribunal avait reconnu la première instance qu'il n'a ni compétence ni qualité pour juger l'histoire, et que l'historien dispose de la liberté pleine et entière pour exposer ses vues. Mais il avait reproché à Faurisson d'avait manqué de prudence et de trucs comme ça dans sa façon de s'exprimer, mais pas sur le fond. Et alors, en 83, ça allait plus loin. Il a dit on ne peut pas affirmer, eu égard à des études auxquelles il s'est livré, qu'il a écarté les témoignages par légèreté ou négligence, ou délibérément choisi de les ignorer. Et qu'en plus, on ne peut pas le convaincre de mensonge lorsqu'il énumère les multiples documents qu'il affirme avoir étudiés avec des organismes auprès desquels il aurait enquêté pendant plus de 14 ans. Et alors, la phrase choc, c'est qu'il dit « La valeur des conclusions défendues par Faurisson relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. » Point à la ligne, c'était parfait comme jugement. Mais Faurisson a quand même été condamné parce qu'il avait utilisé des mots comme mensonge historique, etc., qui pouvaient toucher, vexer les vieux. Ok, ça c'était la partie incitation à la haine, si tu veux. Mais il n'y avait pas de loi Guesso à l'époque. Et donc, du moment que tu répétais ce que disait Faurisson, mais sans utiliser des mots comme mensonge, etc., tu étais libre comme l'air. Et donc, il y avait une revue, où je n'ai jamais vu un seul numéro, mais qui s'appelait les Annales d'histoire révisionniste, qui était en vente libre en France, à Paris. Et c'est après cela qu'ils ont fait la loi Guesso. Mais la loi Guesso, quand elle est passée, il y a eu plein de gens qui étaient extrêmement critiques de la loi Guesso. Jacques Chirac, Pierre Mazeaud, futur président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, futur président de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel, François Fillon, Dominique Perben, futur garde des Sceaux, Simone Veil, et Jacques Toubon, qui était aussi un futur garde des Sceaux, a dit à un député communiste, il a dit, il y a un type qui s'appelait Staline en 1936, il a fait exactement le boulot que vous venez de faire, ça s'appelait les procès. Pouf, le jour où la loi Guesso est votée.
Ça allait loin. Mais c'était extraordinaire qu'en 90, en pleine campagne anticommuniste où on dit voilà, chute du mur, l'horreur, etc., le Parlement français vote une loi proposée par un député communiste visant à restreindre la liberté d'expression. J'ai quand même l'impression qu'un des problèmes du communisme, justement, c'était une certaine restriction de la liberté d'expression. Je pense que c'est pas très anticommuniste que de dire ça. Alors on accepte une loi proposée par un député communiste, puisque Guesso était membre, enfin je sais pas s'il est toujours vivant, mais il était membre du Parti communiste. Et donc ça a été critiqué par plein de gens. Alors est-ce qu'on peut définir cette loi Guesso et en souligner les difficultés? Mais le problème que j'ai avec la loi, si tu veux, c'est que personne n'est supposé ignorer la loi. Ça, c'est un principe général, parce qu'évidemment, sinon, tu ne pourras jamais être condamné pour rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? En pratique, tu sais que tu ne peux pas voler, tu ne peux pas violer, tu ne peux pas tuer, tous ces trucs-là, c'est connu. Et puis, il y a le code de la route, qu'on connaît plus ou moins, qu'on respecte plus ou moins. Et puis, quand il s'agit d'un achat d'une maison, d'un appartement, d'une transaction commerciale, etc., tu prends un juriste. Tu prends les conseils d'un avocat, d'un juriste, etc. Toutes les compagnies ont des juristes qui travaillent pour eux, parce qu'évidemment, sinon, ils ne pourraient pas connaître la loi, c'est trop compliqué. Mais tu dis que pour parler de la Deuxième Guerre mondiale, tu ne devrais quand même pas faire appel à un juriste. Déjà, tu devrais être totalement libre, mais même s'il y a des restrictions, tu devrais quand même... Alors, si on lit l'énoncé de la loi Guesso, on punit des gens qui ont contesté l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945. Donc, en termes clairs, c'est ce qu'on appelle le tribunal Nuremberg, mais c'est déjà pas dit. Et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne reconnue coupable de tel crime par une juridiction française ou internationale. Donc déjà, par exemple, je ne sais pas si ça s'applique à tous les autres crimes reconnus, Srebrenica, ou je sais pas, j'en sais rien. Mais en plus, évidemment, je devrais lire le tribunal de Nuremberg, voir quels sont ses articles, etc. Déjà, je ne vois pas pourquoi je devrais faire ça. Je pourrais demander à un avocat, mais pourquoi je dois demander à un avocat avant de dire quelque chose sur la Deuxième Guerre mondiale? En pratique, je pense, je sais pas, que ça s'applique essentiellement à l'histoire des chambres à gaz et donc à Forisson. Mais la loi me paraît complètement absurde, elle est contre tous nos principes juridiques. Outre que c'était... Alors, on fait une loi d'exception, parce qu'évidemment, le problème qui s'est posé, c'est qu'à partir du moment où on fait ça pour les souffrances juives, que j'aime bien reconnaître leur côté exceptionnel, tout ce qu'on veut, mais enfin, on fait ça, il y a d'autres gens qui disent oui, mais les Arméniens, oui, mais les Rwandais, oui, mais les Ukrainiens, famine, etc. Bon. Et donc, le Parlement français s'est trouvé devant une difficulté. On a fait une loi sur les Arméniens, mais le problème des Arméniens, la France n'avait rien à voir avec ce truc, puisque on était en guerre avec la Turquie à l'époque, aussi la Belgique, nominalement. On était en guerre avec la Turquie. Et c'est en Turquie que ça s'est passé, envers l'Empire ottoman. Et donc, mais alors on a fait ce que les juristes appellent un neutron législatif. Je ne sais pas quelle idée ils ont des neutrons, ils ne sont pas si neutres que ça, mais ils ont cette idée que, parce qu'il n'y a pas de sanctions, pour les Arméniens, il n'y a pas de sanctions. Et puis on a aussi condamné l'esclavage, ça c'est la loi Taubira, pas celle du mariage pour tous, mais l'autre. Et alors, on a aussi reconnu les mérites de la colonisation, puis après, on a retiré cette loi. Et donc, une fois qu'on rentre dans cette idée que c'est au Parlement de dire l'histoire, on n'en sort pas, évidemment. Comme le fait remarquer Pierre Nora, à quand la Saint-Barthélemy, à quand la Vendée, à quand... Tu vois, je veux dire, où est-ce qu'on s'arrête? La seule solution, c'est de faire la séparation entre la parole et l'action, comme j'ai expliqué plusieurs fois. Mais une fois qu'on rentre dans ce genre de loi, ou bien on fait une loi unique, et alors évidemment, je suis désolé, mais c'est une loi qui va encourager l'antisémitisme, parce que les gens qui ont des souffrances, africains, je sais pas, peu importe, pays de l'Est, enfin, je sais pas, ou les Vietnamiens, ou je sais pas, ils vont dire, et pourquoi pas pour nous, c'est rien que pour les Juifs? Et bien, ils vont dire ça comme ça. Et donc, l'effet est entièrement négatif. Mais alors, il y a évidemment le problème, comme je dis, des censures secondaires. Et la première, ça a été Chomsky. Parce que Chomsky a signé une pétition. Il y avait des criminels de la guerre du Vietnam qui revenaient enseigner après la fin de la guerre ou la fin de l'administration Johnson et Kennedy. Ils retournaient enseigner à Harvard et les universités disaient non, on ne veut pas qu'ils viennent enseigner. Chomsky a dit non, ils doivent pouvoir enseigner, même si ce sont des criminels, etc. Il faut défendre leur liberté d'enseignement. Donc il allait très loin dans la défense pour d'autres cas. Mais alors il a fait un échange de lettres avec toutes sortes d'intellectuels français qui le critiquaient, dont Vidal-Naquet. Et puis finalement, il a rassemblé ça en un texte qu'il a donné à un ami qu'il avait à l'époque, qui était Serge Tillon. Alors Serge Tillon a fini, je crois, en 2000 par perdre son poste au CNRS où il était spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Il avait écrit des livres sur les Khmers rouges, d'ailleurs, et sur Sihanouk et tout ça.
Mais il a perdu ça c'était avant qu'il ne perde son poste. Thion, c'est vraiment le militant anarchiste et anti-impérialiste. Il n'a rien à voir avec l'extrême droite, le nazisme, etc. C'est un type qui avait commencé par écrire un livre, je crois que ça s'appelait La Terreur blanche, qui était un des premiers livres qui dénonçait l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, il avait été au Vietnam, au Cambodge, il avait parcouru la terre entière, il avait des massacres un peu partout. Donc, évidemment, il n'était pas très sensible à ces attaques contre Faurisson. Puis, il s'est rapproché de Faurisson, ça... Je pense que c'est une erreur, mais enfin, bon. Et comme il s'était rapproché de Faurisson, il avait mis ce texte... Ah non, Chomsky lui avait donné un texte, résumant ses arguments, un très bon texte d'ailleurs, qu'on a mis, je crois, dans le cahier de Lerne, qu'on a consacré à Chomsky. Il est disponible sur le net de toute façon. Qui sont ça s'appelle quelques commentaires élémentaires sur la liberté d'expression. Et ce texte s'est retrouvé comme préface, Thion qu'il a mis avec un de ses amis, comme texte dans le mémoire en défense de Faurisson. Et alors là, tout le ciel est tombé sur la tête de Chomsky, quoi. Ça a été un délire d'absurdité. Par exemple, Finkielkraut, qui sévissait, si on peut dire déjà à l'époque, a dit oui, pour nos Chomskiens, la vérité n'existe pas, on peut croire aux chambres à gaz comme on peut croire au Père Noël, etc. Ce qui est tout à fait faux. Chomsky avait dit que c'était la plus grande folie de l'histoire humaine. Et jamais... En plus, Chomsky a toujours critiqué le postmodernisme, le relativisme, etc. Mais il y a encore mieux, parce que Jean-Paul Enthoven, qui circule toujours, il a dit que Chomsky soutenait Faurisson parce que sa théorie instrumentaliste du langage, à savoir la grammaire générative, ne lui permet pas de penser l'inimaginable, c'est-à-dire l'Holocauste. N'importe quoi. Alors évidemment, Catherine Clément, qui était une psychanalyste de l'IOPC, dit que c'est un homme distant et froid, incapable de comprendre l'humour juif américain, et pas pourquoi. Je pense qu'il le comprend très bien. Et Pierre Day, qui est un ancien stalinien, écrivait dans le Quotidien de Paris qu'il avait soutenu des causes de gauche à cause des implications réactionnaires de son innéisme, c'est-à-dire de l'idée qu'il existe une nature humaine, etc., qui est supposée être réactionnaire. Donc ça a été une soupe, mais totale. À ce moment-là, on a tout mélangé. Ce qui s'était passé au Cambodge, Faurisson, la linguistique, la nature humaine, ça a été du délire. Mais évidemment, je suis peut-être un peu, j'espère que je ne vais pas me faire expulser de France pour ça, mais je suis très critique de l'intelligentsia parisienne. Évidemment, j'avais écrit dans le temps un livre avec Sokal, Imposture intellectuelle, et je pense que je suis assez d'accord avec Chomsky quand il dit que c'est un espèce d'Hollywood, et qu'on passe d'une absurdité à l'autre, et que tout est annoncé avec grande pomposité, on a découvert le goulag longtemps après tout le monde, et puis on a utilisé ça comme arme contre le tiers-monde. Il y a une espèce de superficialité et la capacité de dire n'importe quoi du genre, que je viens de citer, d'Enthoven, de Catherine Clément, etc., où on fait des associations d'idées, presque comme si c'était de l'écriture automatique. Et ça, ça m'a fort choqué. Chomsky a écrit des lettres pour se justifier, pour répondre à des journaux parisiens. Il a fait une interview à Libération. Et les lettres n'ont pas été publiées, ou elles ont été publiées de façon tronquée, du style, il critiquait l'OLP, à l'époque qui était considéré comme un mouvement révolutionnaire, et on supprime la critique pour après lui reprocher de ne pas critiquer l'OLP. Enfin, je dis des trucs d'une malhonnêteté flagrante, et l'interview à Libération, elle n'a pas trouvé de traduction convenable. Alors ça, on l'a mise dans le cahier de Lerne, mais à l'époque, il a publié ça, donc celui que le New York Times appelle le plus grand intellectuel vivant, a publié ses réponses à la presse française dans les cahiers Spartacus, dans les éditions Spartacus. Donc, c'était vraiment un truc confidentiel. Et Vidal-Naquet est arrivé à se plaindre que ces réponses aient été publiées, dit-il, malheureusement, par les éditions Spartacus, qui étaient des trucs un peu anards comme ça, comme le nom l'indique, hein, les Spartakistes, etc., Rosa Luxembourg et tout ça. Et donc même ça, il regrettait qu'il ait trouvé un éditeur. Il n'a pas trouvé un autre éditeur que ça en France. Moi, je suis tombé sur ce livre par le plus grand des hasards aux États-Unis, dans une bibliothèque universitaire à Princeton. Quand j'ai lu ça, mais je tombais par terre. Je tombais par terre. Tellement ça exhibait la malhonnêteté de la presse française à l'époque dans cette affaire. Par rapport à Chomsky. Je ne parle pas de Faurisson, je m'en fous de Faurisson. Mais je ne m'en fous pas des censures secondaires. Et Chomsky, c'est un premier exemple qui peut piquer des vers. Parce que ça a été le délire.
C'était l'idée. On peut dire, voilà, non, il se trompe. Bon, ok, il se trompe sur la liberté d'expression, mais on va quand même s'intéresser à ce qu'il dit sur la politique étrangère américaine, etc., etc. Et alors, évidemment, ces livres sont devenus impubliables. Il y avait l'économie politique des droits de l'homme, qui a plus ou moins... Enfin, ça, je devrais retrouver les détails, j'ai plus les détails en tête, mais plein de livres qu'il a fait sur l'Amérique centrale, sur la politique américaine en Amérique centrale dans les années, fin des années 80 et 90, ils sont toujours non traduits en français. Et au regard de l'affaire Chouard qui s'est déroulée là il y a quelques mois, est-ce que tu dirais que la situation s'est améliorée ou au contraire empirée? Mais laisse-moi te donner encore d'autres exemples, si tu veux bien. Vas-y, je t'en prie. Fais comme chez toi. Dans l'antre du diable, je suis chez moi. Et donc, mais je vais passer à l'autre bout du spectre politique, qui est Gollnisch, Bruno Gollnisch, qui à l'époque était numéro 2 du Front National. Et c'est un peu comme Chouard, c'est-à-dire qu'il fait une conférence de presse. Évidemment, le thème habituel du Front National, c'est l'immigration. Bon. Et à un moment donné, on lui pose une question sur les chambres à gaz. Alors, il a eu des réponses, entre guillemets, ambiguës, dont l'essentiel, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas de transcription, d'accord, j'ai pas de transcription exacte de ses propos. Mais l'essentiel, c'est qu'il a dit, il dit, je ne nie pas l'existence, je nie rien, il a dit, je nie rien du tout sur l'horreur concentrationnaire, mais quand il s'agit du cas par cas, de tel camp, de combien de morts, etc., où est-ce qu'il y a eu des chambres, etc., combien, tu vois, il faut s'en remettre aux historiens, d'accord, il a le droit de s'en remettre aux historiens, et ils doivent travailler librement et pas sous le coup d'une loi dont le but est de faire oublier les atrocités communistes. Bon, ça c'est son anticommunisme, je crois pas que c'était ça le but, mais de la loi Guesso. Okay. Ce sont des propos rapportés. Oui, rapportés parce que j'ai pas l'enregistrement, tu vois, ça a été repris par la presse. Et personne ne les a d'ailleurs. Non, parce que ça a été repris par la presse, tu vois, de l'époque. Et donc évidemment, la presse était hostile, etc. Et alors, il a été poursuivi, il a été condamné, il a été suspendu pendant 5 ans de son poste de professeur de civilisation japonaise à l'Université de Lyon. Il n'est pas professeur de... Et il a dit d'ailleurs, moi je peux vous parler de la guerre du Pacifique, etc., mais je ne suis pas historien de l'Holocauste. Tu vois, il a répondu un peu comme Chouard, il a dit, moi je ne suis pas spécialiste de cette question, il faut s'en remettre aux spécialistes, au cas par cas, mais je ne nie pas truc. Et il a été condamné en première instance, puis en appel, etc. Et heureusement, ça a été jusqu'à la Cour de cassation. Et la cassation a cassé. Elle a dit, allez vous faire foutre. Ça n'a aucun sens. Elle n'a pas dit ça comme ça, parce qu'elle ne s'exprime pas comme ça, mais essentiellement, c'est ça. Elle a cassé sans renvoi. Souvent, la cassation renvoie à des cours inférieurs pour dire, le procès n'a pas été bien fait, refaites-le. Non, elle a dit, non, ça, c'est des conneries, allez vous faire foutre. Enfin, elle n'a pas dit, bon, comme je dis, elle n'a pas dit ça comme ça, mais j'ai l'énoncé poli de la Cour de cassation dans mon livre. Et donc, ça, c'était vraiment... Et alors, quand il est revenu, ils ont encore réussi, les antifascistes ont encore réussi à faire des manifestations parce qu'il retournait à l'université, quoi. Pour enseigner son truc de japonais. C'est du délire. D'accord? Alors, un autre exemple, j'en ai encore deux. Là. Bon, c'est Garaudy, enfin, les deux sont couplés, ça c'est un seul exemple, c'est Garaudy et l'abbé Pierre. Garaudy était un type qui, si je ne me trompe, était dans la résistance. En tout cas, l'abbé Pierre était dans la résistance. Il avait sauvé des enfants juifs pendant la guerre. Ou des juifs, je ne sais plus. Mais il avait, donc Garaudy, il est passé par plusieurs stades. Il était communiste, puis il est devenu chrétien, puis il est devenu musulman. Enfin, c'est-à-dire qu'il a beaucoup changé d'avis, on va dire. Et il a écrit un livre, les mythes fondamentaux. Bon, il était religieux, mais anti-fondamentaliste pour toutes les religions. Il avait écrit un livre qui s'appelle Les mythes fondateurs d'Israël, je crois, quelque chose comme ça, que je n'ai pas lu, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas Garaudy, j'aime pas trop religieux pour moi, et trop mystique. En fait, c'est pas du tout mon style, mais il avait... tout le monde peut pas... Bon, parfois on tombe sur des matérialistes, ça existe encore. Je suis désolé. Et le fantôme de Diderot, de la Métrie, circule encore en Paris. Et donc, donc lui, il avait écrit un livre. Alors ce livre a été jugé. Moi je l'ai quand même feuilleté. Et moi, il me semblait plus questionniste que négationniste. En fait, il était condamné pour négationnisme. Bon, n'en parlons pas. Mais l'abbé Pierre, qui était lié à la LICRA, qui était un espèce de saint laïque, enfin pas si laïque que ça, un saint religieux, enfin vraiment une figure emblématique en France. Enfin, même quand il est mort, on a encore rendu hommage national et tout ça. Enfin, je veux dire, c'était quelqu'un d'extrêmement bien considéré par les Français. Comme il avait été lié à Garaudy, parce que en fait, c'était un chrétien de gauche et sous la 4e République, Garaudy communiste, abbé Pierre chrétien de gauche, ils étaient assez proches au Parlement, tu vois, d'une certaine façon.
Et ils étaient amis, tout en étant évidemment différents, puisque l'un était, au début communiste et l'autre chrétien. Mais ça existait. Moi, quand j'étais étudiant, il y avait des débats entre communistes et chrétiens, chrétiens de gauche, etc. C'était pas comme maintenant, on discute avec personne, on combat, etc. Et donc, il était ami, alors il l'a défendu. Alors, ce qu'il a bien défendu ou pas, question d'exégèse, mais enfin, en gros, il a dit il faut discuter avec lui, s'il se trompe, il va reconnaître qu'il s'est trompé, etc., etc. Il a dit d'ailleurs, la LICRA considère qu'on peut plus discuter de ça, c'est une erreur, etc. Enfin, il a dû se mettre à genoux devant le tribunal de la LICRA, il a été expulsé, bon. Et il a été marginalisé, et même l'Église lui a dit, elle est un peu dans une retraite, etc. Mais enfin, il est resté relativement populaire, donc ça n'a pas marché très bien. Et ça, c'est un exemple où, de nouveau, je pense que, en tout cas chez les chrétiens, dont je ne fais pas partie et j'ai pas beaucoup de contact avec eux, je suppose que ça risque de faire monter l'antisémitisme. Parce qu'on s'attaque à une personnalité qui manifestement n'avait rien fait de mal, qui était quand même un type qui avait fait des trucs pendant la guerre un peu plus héroïques que de m'empêcher de parler de physique à l'université de Nice. Parce que l'antifascisme pendant la guerre, quand tu sauvais des juifs, etc., il a fait passer en Suisse quelqu'un de la famille de Gaulle, etc., c'était un peu plus héroïque que d'aller m'emmerder à Nice. Hein. Alors, dernier épisode en date, c'est Chouard. Alors, Chouard, comme ça m'a tellement énervé, j'aurais dû le faire pour préparer l'émission, mais j'ai pas regardé tout ce qu'il a dit, mais donc il était passé dans une interview du Média. Et on lui dit, comme ça, de but en blanc, donc il avait développé des idées disant il faut tout mettre en doute, il faut toujours douter de tout, etc. Ce qui est une attitude très saine. Et on dit, est-ce que tu doutes des chambres à gaz? Et alors, tu me dis, qu'est-ce que c'est pour une question? Il dit, je n'ai pas étudié la question, j'en sais rien, je n'ai pas étudié la question. Et ça, on ne peut pas dire. Mais je vais donner des citations qui expliquent que c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que les gens disent oui, les gens qui disent que la Terre est plate, etc., etc. Bon. C'est l'argument qu'on lui a opposé, mais tu doutes pas que la Terre est ronde. Oui, alors évidemment, il était un peu perdu, parce que, je ne sais pas, ici j'ai un livre... Les crématoires d'Auschwitz de Jean-Claude Pressac, dont je vais parler un petit peu. C'est un livre édité par les éditions du CNRS. C'est une version courte d'un beaucoup plus gros livre où il explique en détail comment fonctionnaient les chambres à gaz. Et c'est supposé être un livre qui réfute les négationnistes. Mais je vois pas le CNRS édition éditer un livre pour montrer que la Terre est ronde. Donc déjà, et en plus, Pressac explique qu'il est arrivé à ses conclusions. C'est un livre plein de faits, je veux bien que ce soit très scientifique, je conteste pas ce livre, il y a des photos, tout ça. C'est peut-être très bien, mais c'est quand même pas un peu plus subtil que simplement montrer que la Terre est ronde, numéro 1. Numéro 2, il explique que c'est parce que après la fin de l'Union soviétique, les archives soviétiques se sont ouvertes, et que les soviétiques avaient pris, puisque c'est eux qui ont libéré Auschwitz, il faut quand même pas oublier ça, c'est eux qui ont retiré, ils ont pris les archives d'Auschwitz, les archives allemandes, ils les ont emmenés à Moscou, ils les ont enfermés dans une cave, je sais pas quoi. Donc ils n'étaient pas accessibles avant la fin de l'Union soviétique. Et c'est quand il a eu accès à ces archives qu'il a compris comment les choses fonctionnaient, et ce livre a été considéré comme une réfutation de Faurisson. Moi je veux bien, tout ça c'est très bien, je ne discute pas, je ne l'ai pas lu, je ne discute pas. C'est parfait. Mais qu'on ne me dise pas que c'est un type qui réfute l'idée que la Terre est ronde, c'est tout, ou que la chaise, Elisabeth Lévy a dit, c'est comme dire que la table qui est là n'est pas là. Non, c'est pas vrai, on ne ferait pas ce genre de livre. C'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a des livres qui s'écrivent sur la question. Oui. Alors Vidal-Naquet, il a eu sa famille qui est morte dans les camps, etc. Je peux comprendre sa réaction au point de vue émotionnel, c'est pas ça la question. Mais ces attaques contre Chomsky, je les ai toujours trouvées absolument scandaleuses. Parce qu'il dit, par exemple, sur la loi Guesso, il dit « J'ai toujours été contre cette loi, avec d'ailleurs la grande majorité des historiens. Elle risque de nous ramener aux vérités d'État et de transformer des héros intellectuels en martyrs. L'expérience soviétique a montré où menaient les vérités d'État. » Ok, mais Chomsky n'a rien dit d'autre. Jean Bricmont n'a rien dit d'autre. Pourquoi est-ce qu'on m'interdit de parler de physique? J'ai jamais rien dit d'autre. Et donc, tu vois, c'est nouveau l'arbitraire. C'est aussi une chose que soulignait Robespierre, on tombe tout le temps dans l'arbitraire, parce que Vidal-Naquet dit ça, c'est très bien. Chomsky dit ça, qui est aussi juif, entre parenthèses, même pas ça la question, moi je ne le dis pas, mais bon, il est voué l'hégémonie, il n'a rien dit d'autre. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Carlo Mattogno, qui est italien, qui écrit des tas de livres sur tous les camps d'opération Reinhardt, etc., que j'ai pas lus, ils sont en italien, je sais qu'ils existent, d'accord, c'est tout. Mais tous ces livres sont négationnistes. Il n'y a pas de loi antinégationniste en Italie, personne ne sait qu'il existe, et il ne fait de tort à personne, enfin, sauf si on s'intéresse à ce qu'il dit.
mais il faudra les chercher. Donc, tout le tort qu'a fait Faurisson, et plus tous les effets secondaires que je viens de mentionner avec Chomsky, Gollnisch, l'abbé Pierre, tout ça, c'est lié à l'agitation, l'excitation que les Français ont eue de vouloir absolument censurer ces gens. Si on les avait laissés travailler dans leur coin, personne ne saurait qu'ils existent, il n'y aurait pas de souffrance. Quand, je ne sais plus comment il s'appelle, Enthoven, le Enthoven du média pour tous, j'oublie son prénom, pas du média pour tous, c'est souvent du média. Du média, oui. Dit à Chouard, mais il suffit de regarder Nuit et brouillard. J'ai vu Nuit et brouillard au lycée. Moi aussi, j'ai vu Nuit et brouillard au lycée. Je l'ai revu justement pour préparer notre interview. Mais personne ne peut considérer Nuit et brouillard comme un film. C'est un film très bien fait, très émotionnel, etc. Mais c'est pas un film historique. Par exemple, il parle de cette histoire de graisse humaine utilisée pour faire du savon, ce qui, à ma connaissance, est abandonné. Il parle de 9 millions de morts sans dire de quoi il s'agit. Alors, sur Wikipédia, on dit oui, les historiens n'ont jamais dit qu'il y avait 9 millions de morts, les révisionnistes utilisent ça comme argument. Ok, c'est très bien, mais qu'on me dise pas que c'est historique, puisque justement, il donne un chiffre qui n'est pas celui des historiens. Je veux dire, c'est pas un film que tu peux considérer comme un document historique. Et il y a 2 arguments de Mill, on va y venir, aux applications de John Stuart Mill pour la liberté d'expression. Premièrement, la vérité se renforce dans ses arguments dans le débat avec l'erreur. Par conséquent, quelqu'un qui serait obligé de débattre avec des négationnistes ne viendrait pas avec des arguments du style « il suffit de voir Nuit et brouillard ». Et 2, la crédibilité évidemment des experts, parce que finalement, moi, je crois les experts dans cette affaire, parce que je n'ai pas étudié non plus cette histoire, je crois les historiens, ok, bon, parfait, mais comme je crois les biologistes qui me parlent de l'évolution, personne ne va me suspecter de nier l'évolution, mais si je me trouvais devant un créationniste intelligent qui a étudié tous les problèmes avec les fossiles, etc., je serais perdu, donc j'aurais parlé à tu vois, c'est la même chose si je rencontre un négationniste, je dirais, parler avec un historien, je ne suis pas historien, et donc, je fais confiance à des gens, mais la confiance que tu fais aux experts, dans les experts, dépend de leur liberté. C'est-à-dire, si tu sais qu'ils sont libres, alors tu peux leur faire confiance. Et que dit l'exemple que donne Mill, c'est qu'il dit les lois de Newton, les seules raisons qu'on a de croire aux lois de Newton quand on n'est pas physicien, même comme physicien, c'est on sait que les gens sont libres de les critiquer. Et en fait, en physique, c'est un très bon exemple, puisqu'au XXe siècle, on les a mis en question avec la relativité, la mécanique quantique, etc. Donc, tu peux considérer, si tu veux, que c'est un très bon argument de dire, voilà, c'est justement la liberté des experts qui fait que tu peux faire confiance aux experts. Et donc, évidemment, la loi Guesso est un très fort, un truc qui empêche qui est très embêtant pour justement la crédibilité des experts. Mais quand on lit ce que disent, alors pour enfoncer un peu le clou, parce qu'effectivement, moi, ça m'a choqué même quand j'ai lu ces textes, mais ça m'a tout à fait choqué. Mais il y a un type qui s'appelle Arnaud Meyer, que j'ai rencontré d'ailleurs, qui, invité par un groupe d'extrême gauche en Belgique, qui a publié en 90 La solution finale dans l'histoire. Alors, il est publié par La Découverte, il est préfacé par Vidal-Naquet, donc le grand pourchasseur de négationnistes, etc. Alors il dit que les sources, bon c'est un truc qui est souvent cité, mais les sources sur les chambres à gaz sont rares et peu sûres. On n'a jusqu'à présent découvert aucun ordre écrit prescrivant nommément les gazages. Nos connaissances se fondent sur les dépositions des fonctionnaires nazis et de leurs exécutants lors des procès de l'après-guerre et sur les souvenirs des survivants et des témoins. Ces sources, dit cet historien, doivent faire preuve d'une critique attentive parce que leur valeur peut dépendre de facteurs subjectifs très complexes. Dans leur état actuel, les sources comportent inconstablement un grand nombre de contradictions, d'obscurités et d'erreurs. De 42 à 45, en tout cas, à Auschwitz, les causes dites naturelles tuèrent plus de juifs que les causes non naturelles, donc les gazages. Ah bon, moi je savais pas ça. Combien de déportés furent condamnés à mourir de mort naturelle et combien furent assassinés? Et quel fut le pourcentage de juifs parmi ceux qu'on massacra de sang-froid? Parmi ceux qui passèrent dans les chambres à gaz, il n'existe à l'heure actuelle aucune réponse à ces interrogations. Alors je tiens à préciser que lui est orthodoxe, mais n'empêche quand il dit ça, tu dis d'abord premièrement c'est pas l'histoire que la Terre est ronde, et puis deuxièmement c'est un argument pour la plus grande liberté de discussion justement pour que ce genre d'assertion ne soit pas utilisé par les négationnistes
pour jeter le doute, puisque dit comme ça jette le doute. Si un biologiste dit les sources sur l'évolution sont rares et peu sûres, ou un physicien dit les sources sur les atomes sont rares et peu sûres, les gens vont se demander s'il a fumé la moquette, tu comprends? S'il dit ça, ça pose question. Alors, ce qui est la totale, c'est que dans la préface que Vidal-Naquet fait du livre d'Arnaud Meyer, il dit, après le livre de Jean-Claude Pressac, on ne pourra plus parler, à propos des chambres à gaz, de sources rares et peu sûres. Bien. Et là, on est en quelle année? Ben là, le livre est publié en 90. En 90. Mais il est traduit de l'anglais, donc il a été publié en anglais avant, je ne sais pas quand exactement. Mais donc, il parle des travaux de Pressac. Alors, Pressac, j'y viens, j'ai amené le livre. En 86, Serge Klarsfeld dit dans une interview, il annonce l'apparition du livre de Pressac qui constituera enfin la preuve des preuves pour les chambres à gaz. Il va constituer la preuve des preuves. Donc ce livre ici, enfin, ça c'est la version abrégée, mais il y a une version plus longue. Mais bon, on lui demande, parce qu'il n'y avait pas encore de vraies preuves, il répond, il y avait des débuts de preuves qui embarrassaient les forissoniens, mais ne les avaient pas encore réduits au silence. 40 ans après Nuremberg, 4 ans avant le Guesso. C'est hallucinant. Un autre, Jacques Bessac, par exemple, il dit que le livre a été... il dit les historiens ont beau prétendre que l'historiographie est si énorme que le débat est clos sur les faits. Les journalistes ont beau dire qu'on sait tout, ils ne trouvent rien à citer, ils ne trouvent à citer qu'un seul ouvrage en français vraiment nouveau et important, celui d'un historien amateur, Pressac, parce qu'il faut savoir que Pressac était de formation pharmacien, et les témoignages que j'ai obtenus, que je crois être vrais, réellement d'extrême droite, réellement néo-nazi. Donc, et bon, il a bénéficié d'une promotion médiatique extraordinaire, etc., etc. Il affirme 95% du Zyklon B livré à Auschwitz était employé à l'épouillage, donc à tuer des poux, et 5% maximum servait à asphyxier les Juifs, au contraire des dires de Raoul Wilberg et à Majdanek, etc. Des pièces présentées par les Polonais comme des chambres à gaz homicides n'étaient que des chambres d'épouillage. C'est pas révisionniste, hein? Enfin, peut-être pas négationniste, mais ça met en question ce que moi je croyais être vrai. Et alors, il renvoie Raoul Wilberg. Mais Raoul Wilberg, c'est le grand historien de l'Holocauste, d'accord? Il a écrit la destruction des Juifs, etc. Et c'est le type dont on a aussi dit à ce pauvre chouard qui devait lire Hilberg. Mais s'il lit Pressac dit non. Bon. Alors évidemment, il dit le mouvement révisionniste est mondial et attire des personnes de sensibilités politiques différentes. Leur contestation provient souvent de la découverte d'une fausseté patente d'un épisode qu'ils croyaient définitivement établi. Pour la loi Guesso, il appelle ça une imbécilité réactionnaire communiste, votée par une majorité de députés soi-disant progressistes, et elle ne pourra pas encadrer politiquement l'histoire encore très longtemps, parce que les acquis historiques ne sont pas fixés pour l'éternité et fluctuent en fonction des décisions politiques, des documents retrouvés ou d'enquêtes de recoupement inattaquables. Alors évidemment, il attribue le massacre de Katyn aux soviétiques. Il dit que le tribunal Nuremberg l'avait attribué aux Allemands, ce que les orthodoxes contestent, mais je dis, lui, qui est le grand défenseur de l'orthodoxie en principe, répète ce truc. Donc, bon, ça c'est contesté. Mais je dis, Pressac, c'est ce qu'il dit. Alors pour les chiffres, alors là on tombe par terre, il dit par rapport aux chiffres donnés par Hilberg, donc le grand historien, emprunté aux Polonais, voici les chiffres que j'obtiens. Bon, alors... Chemlo, c'est 80 000 au lieu de 150 000, Belzec, 100 000 au lieu de 500 000, etc. Enfin, il donne tous des chiffres et il termine en disant « Le coefficient multiplicateur émotionnel varie de 2 à 7 et est en moyenne de 4 à 5. » Donc on multiplie par 4 à 5 le nombre de chiffres. Cette moyenne s'applique parfaitement à Auschwitz. Il dit d'ailleurs, Vidal-Naquet qui n'y connaît rien peut trouver que mon résultat est trop faible parce qu'il est arrivé dans ce livre-là à 800 000 personnes juifs et non-juifs tués, morts à Auschwitz, pas tous gazés, mais morts à Auschwitz. Alors évidemment, il dit, il dit la forme actuelle pourtant triomphante de la présentation de l'univers des camps est condamnée. Quand sauvera-t-on? Peu de choses. De tous ces faits terribles, parce qu'ayant provoqué la mort de femmes, d'enfants et de vieillards, ne survivront que ceux établis, les autres sont destinés aux poubelles de l'histoire. Mais il n'est pas très précis sur ce qu'ils sont, évidemment. Mais quand tu lis ça, donc là, on rappelle tu dis, on publie ce genre de truc. Une historienne officielle, c'est-à-dire officielle du négationnisme, etc. Qui ne conteste pas du tout les chambres à gaz. Donc des historiens... Non, bien sûr, non, mais écoute, le problème c'est ceci. On me dit, oui, mais ça montre bien qu'ils sont libres. Mais le problème, pour moi, c'est pas ça. Je ne veux pas comparer ces gens-là avec Forisson.
Je veux comparer ces gens-là avec Chomsky, Gollnisch, Chouard et l'abbé Pierre. D'accord? Aucun de ces quatre que je viens de citer n'a jamais rien nié, n'a jamais dit les chiffres sont, il y a un coefficient multiplicateur, etc., etc. Et ils ont été traînés dans la boue, c'est ça mon problème. Et je dis ça des autres historiens, de Maillère, etc. Et donc, il y a quelque chose de, justement, et c'est exactement la même chose quand je dis avec Vidal-Naquet. Vidal-Naquet dit qu'il est contre la loi Guesso, Jean Bricmont dit qu'il dit rien d'autre, et Jean Bricmont doit être puni, et Vidal-Naquet pas. Tu comprends? C'est l'arbitraire le plus total. Je parle pas par rapport à Forisson. Parce que toi, on te soupçonne d'avoir une arrière-pensée. Voilà. Mais pourquoi pas Pressac? Forisson, j'ai été marié avec lui à l'insu de mon plein gré. Moi, j'en ai rien à cirer. Quand il est mort, par exemple, j'ai mis un truc sur Facebook qui après a circulé, qui est collectionné par toutes sortes de gens. J'étais assez énervé parce que j'ai dit, voilà, les gens qui luttent contre la haine vont pouvoir déverser leur haine, etc. Ce qui s'est passé, quoi. Ah ah, il est mort, en plus à Vichy, ah ah ah. Et ça, c'était le genre de réaction que tu avais, quoi, toi. Jean Bricmont, est-ce que tu dirais que chaque époque a eu ses grands tabous? Oui, ça, je pense, oui. Je pense, parce qu'évidemment, quand j'étais jeune, en Belgique, en tout cas, la France, c'est un peu différent, mais la Belgique, ma Belgique, la partie de la Belgique dans laquelle je vivais, était très, très catholique, tu vois. Et donc, c'est un exemple que je donne, mais ça, c'est même un exemple en France. Quand il y a eu le film de Jacques Rivette qui s'appelait La Religieuse, qui était inspiré du roman de Diderot du même nom, et qui montrait l'enfermement d'une femme dans un couvent contre son gré. Je pense que dans les années 60, ça ne devait pas être très choquant de montrer ça, mais ça choquait l'Église. Et le régime gaulliste a interdit le film, pas très longtemps, parce que Malraux, par exemple, il n'aimait pas ça, enfin, il n'aimait pas cette censure. Mais tu avais quand même un bloc catholique dans le régime qui est arrivé à interdire ce film. Alors, il y avait aussi, tu vois, des suggestions de rapports lesbiens entre les nonnettes dans le couvent. Enfin, j'ai vu le film, mais c'est tellement innocent par les mœurs qui courent actuellement qu'on s'en rend pas compte. Mais si tu prends la vie d'Adèle, là, il y a des rapports lesbiens tout à fait explicites et ça a eu le Grand Prix à Cannes ou je sais pas quoi. Et donc, les choses changent. Ou si tu prends la question, qui est un livre extraordinaire d'Henri Alex sur la torture en Algérie, puisqu'il avait été torturé en Algérie, pendant la guerre d'Algérie. C'est aussi un livre qui a été interdit, etc. Il y a plein de livres. Il y avait un livre, ça s'appelait 4 milliards de pervers, je crois, qui était une espèce de livre en faveur de défense de l'homosexualité, qui a aussi été saisi, etc. Maintenant, on n'y penserait pas. Donc chaque période, oui, chaque période a son sacré. Mais moi, j'étais contre la censure qu'on subissait à l'époque, et je ne suis pas d'accord pour l'imposer à mon tour à mes adversaires. Et un autre exemple qui m'a choqué, c'est qu'il y avait un type qui lui était un chrétien traditionnaliste, mais qui était un prof de philo chez nous, mais non, qui n'était pas nommé, il était visiteur, qui donnait un cours, un jour, dans un cours, il a critiqué l'avortement dans l'université catholique, sur des bases purement philosophiques. Il n'a pas été mis à la porte tout de suite, mais il a été mis à la porte. Son contrat n'a pas été renouvelé alors qu'il aurait sans doute été. Et c'est très intéressant parce que c'est le même phénomène qu'à Nice. Ce qui s'est passé, c'est que des étudiantes ont alerté un groupe féministe qui a alerté les médias et l'université s'est couchée. Et c'est la même chose qu'à Nice, c'est-à-dire c'est la soi-disant société civile qui joue le rôle de la censure que jouaient dans le temps l'État et l'Église. Et c'est frappant de voir que les universités se sont battues pendant des siècles pour être indépendantes des églises et de l'État, dans certains pays, les pays communistes, ou pays fascistes, enfin peu importe, de l'État et de l'Église. Et maintenant, ils se couchent devant la société civile et les médias. Ils se couchent. Parce qu'il y a le fric aussi. Hein. Comme les universités dépendent pour leur financement, évidemment, du nombre d'étudiants, si tu commences à dire qu'on est intolérant, qu'on est sexiste, etc., vite, ils ont peur de perdre des étudiants. Et donc la mécanique de la censure est totalement différente de ce qu'elle était dans le temps. L'Église catholique n'a pas défendu ce prof qui a été mis à la porte, il n'oserait pas, bien qu'ils aient encore un lien en principe avec mon université, mais il n'oserait pas dire quoi que ce soit. Il l'aurait fait dans ma jeunesse, mais maintenant il n'oserait pas dire quoi que ce soit. Et donc, mais les médias la société civile fait le job. Un autre exemple, c'est un type qui s'appelle Karl Noack, qui était un jeune chercheur, soi-disant brillant, nommé à Cambridge. Et le type a eu le mauvais goût de faire des enquêtes statistiques pour voir si les préjugés racistes, en particulier sur l'immigration, sur la délinquance, etc., n'étaient pas, par hasard, corrélés avec la réalité. C'est-à-dire qu'il a regardé les préjugés que les gens avaient,
il a remarqué que les gens surestimaient le nombre d'étrangers dans le pays, donc là, il y a un préjugé. Mais alors, après, il a dit, mais quand on regarde la délinquance, etc., et les idées que les gens ont, c'est assez bien corrélé avec la réalité. Il y a eu toute une campagne contre lui, qui a fait que finalement, il a été mis à la porte de l'université, parce qu'il pourrait inciter à la haine, etc., tu vois. Et donc, mais alors, moi, je veux bien, mais de nouveau, on revient avec l'argument 2000. Si maintenant on fait une étude pour montrer, la même université fait une étude pour montrer que les préjugés sont bien des préjugés et n'ont pas de corrélation avec la réalité, va-t-on les croire? Pourquoi les croire? C'est ça le problème. C'est qu'ils perdent leur crédibilité en faisant ça. Et est-ce que tu as vu ce documentaire très intéressant sur l'université la plus progressiste des États-Unis, qui est Evergreen? Oui, j'ai vu ça, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je crois que le documentaire est orienté, mais tu ne peux pas créer ça à partir de rien, tu comprends? J'ai pensé que c'était choquant. Ouais. Mais c'est évidemment la version extrême. Pourquoi est-ce que Nice accepte, pourquoi mes collègues à Nice acceptent d'annuler un séminaire sous la pression? Parce que pour les étudiants, bon, il ne faut pas oublier qu'il y a le plan Vigipirate dans cette université. Donc il y a quand même de la sécurité. Tu peux très bien demander à la sécurité de venir assurer la sécurité d'un séminaire. C'est pas impossible. Si l'université voulait, elle pourrait. D'accord? Et les menaces de cette association qui est fantôme, là, tous citoyens, on s'en fout, tu vois. Si c'était des catholiques intégrés, si c'était des islamistes qui voulaient, bon. Mais le type est soi-disant progressiste, enfin, bon. Et puis c'est une question d'antisémitisme. Mais il ne me reproche pas d'avoir dit quoi que ce soit sur les juifs, parce que j'ai jamais rien dit sur les juifs. C'est la liberté d'expression. C'est toujours que ça. Et comme je dis, moi j'ai des opinions, comme Chomsky, beaucoup, beaucoup plus contestables que celles sur la liberté d'expression, mais j'ai jamais d'ennui pour ça. J'ai fait une longue conférence pour Attaque sur l'anarchisme, par exemple, qui est visible sur le web. Bon, je maintiens ce que je dis, mais ce que j'ai dit là, je comprends que c'est beaucoup plus contestable ou même sur mes vues sur la religion. Tout ça, c'est beaucoup plus contestable que sur la liberté d'expression. Mais c'est pour ça que je suis attaqué par cette chère société civile, cette pseudo-société civile. Alors, est-ce que tu irais jusqu'à dire que les tabous d'une époque renseignent sur la nature du pouvoir de cette époque? Ah oui, bien sûr. Parce que tu vois, mais c'est un peu, tu vois, ça, moi j'analyse ça comme ça. Je ne veux pas l'analyser purement en termes de lobby pro-israélien, etc. Parce que j'ai vécu comme toute cette histoire en direct. Et ce qui s'est passé, en France en tout cas, c'est le tournant de 83, où il y a eu tournant de la rigueur, etc. Et donc, la gauche socialiste, Mitterrand et compagnie, avaient perdu d'une certaine façon leur raison d'être. Tu vois, ils avaient un programme social-démocrate, mais qui allait contre l'esprit du temps, c'est le début de la mondialisation, et Reagan et Thatcher, etc. C'était pas très bien conçu, bien que, si on lit Chevènement, ils pensent qu'il y avait moyen de sortir du serment monétaire européen, etc. Enfin, c'était probablement beaucoup moins catastrophique que ce qui est aujourd'hui, mais ils n'ont pas eu le courage de résister, et donc ils se sont couchés, et donc il a fallu trouver une cause qui permettrait de justifier la gauche. Et là, on a inventé, et c'est vraiment une invention, enfin, pas une invention totale, mais l'antiracisme avec SOS Racisme et l'antifascisme, tu vois. Et en faisant monter la question, on a fait monter le Front National, ce qui était une façon pour Mitterrand, évidemment, de faire à la droite ce que la droite avait fait avec les socialistes et les communistes, parce qu'en faisant monter le score du Front National, mathématiquement, il faisait perdre des voix à la droite. Ça a permis à Mitterrand d'être élu en 88, ça a permis encore, tu vois, toutes sortes de manipulations de ce genre-là. Et ça continue encore maintenant avec Macron. Bon. L'idée de certains qui existent vraiment dans ces milieux, dans certains milieux radicaux, soi-disant radicaux, d'abolir l'État-nation a des conséquences gigantesques qu'ils ne soupçonnent même pas. Parce que ça vient abolir la démocratie. Parce que qui va voter pour qui si tu abolis l'État-nation? Si tout le monde devient citoyen du monde. Et ça ne va jamais arriver, enfin pas arriver dans un futur prévisible, mais le fait de mettre ça en avant, de mettre cette idéologie, de traiter de raciste où les gens ne sont pas d'accord, etc., est une espèce de folie qui s'est emparée de certains milieux de gauche qui l'amène au suicide, parce que la population ne veut pas entendre parler de ça. La population, dans sa majorité, justement, et ce qui fait la popularité des soi-disant fascistes, qui ne sont pas fascistes, mais gens comme Salvini ou Trump, etc., c'est l'hostilité à l'immigration. Et donc on a jeté, exactement comme avec Forisson, on a fait une publicité maximale au négationnisme, etc., etc., et on a jeté aussi la viande rouge à l'extrême droite avec l'histoire de l'immigration, en faisant cette confusion entre
distinction ou ségrégation entre citoyens d'un même pays en fonction de leur origine, ce que j'appellerais du racisme institutionnel, et puis la distinction entre étrangers et citoyens. Alors l'argument qu'on a en face, c'est de dire que finalement les affaires seraient mieux gérées à un niveau supérieur que celui de la nation, par exemple l'Union européenne, par exemple un gouvernement mondial. C'est un peu cette idée-là qui est sous-jacente. Quand tu dis qui va voter pour qui, bah, la réponse qu'ils ont, c'est bah, vous allez voter pour des députés européens, tous ensemble, les Européens réunis, et puis plus tard, peut-être l'humanité entière. Ça c'est vrai, ça c'est ce qu'ils disent, mais le problème c'est que De Gaulle avait déjà répondu à ça, tu vois. Comment peut-on imaginer un gouvernement en France, un peuple français, accepter d'être gouverné par une majorité composée exclusivement d'Allemands, d'Italiens, de Belges, etc. Il faudrait que les Français n'existent plus, tu vois. Je veux dire, la notion de peuple comme base de la démocratie est une notion qu'ils ignorent complètement. Et alors, évidemment, ça va de pair avec la guerre, l'impérialisme humanitaire, parce qu'ils disent qu'il faut détruire les États-nations, donc évidemment, la Libye n'a pas le droit d'exister. S'il y a des violations de droits de l'homme en Libye, ben voilà, on envoie l'armée américaine. Et on envoie en Syrie, etc., etc. Et puis on rentre alors dans les conflits sans fin, parce qu'évidemment, le reste des peuples du monde, ils sont prêts à beaucoup de choses, mais pas à abandonner leur souveraineté. Hein. Il n'y a qu'en Europe qu'on a ce fantasme. Hein. Même pour des questions mondiales, comme le climat. On peut avoir des accords. Ben, d'abord, il y a des accords de COP21, COP22, etc., qui ne sont pas respectés, mais en principe, il n'y a rien qui empêche la coopération. Même Kropotkin, au XIXe siècle, donnait des exemples de coopération internationale à propos, je ne sais pas, des chemins de fer, du télégraphe et des trucs comme ça. Et tu peux très bien avoir des accords internationaux, des accords avec la Suisse, des accords bassins scientifiques avec la Suisse, qui est un pays totalement souverain, c'est pas ça la question. Mais l'idée, il y a une grande différence entre avoir des accords entre pays souverains et la disparition de la souveraineté, le transfert du pouvoir à des instances non élues, et qui seront nécessairement non élues. Parce qu'elles ne pourraient pas être acceptées si elles étaient élues, tu vois. C'est parce que la Commission européenne n'est pas élue qu'elle est acceptable, relativement acceptable par les peuples, parce que sinon ce serait pire. On aurait une majorité allemande et italienne qui gouverne la France. Les Français ne l'accepteraient pas. Ils ont l'illusion que, bon, comme c'est le Conseil des ministres qui décide, etc., tu vois, ils ont l'illusion qu'il y a encore la souveraineté en France. Elle n'est pas là, parce que les traités constituant l'Union européenne bloquent complètement toute politique non néolibérale. Et ça, c'est pas la liberté d'expression, mais c'est vrai que pendant longtemps, justement, le terrorisme intellectuel antiraciste a empêché de discuter de ce genre de choses. Et donc, on retombe de nouveau sur la liberté d'expression. Je veux dire, c'est pas fasciste de ne pas croire à l'euro. Mais en 2011, Mélenchon a dit que les gens qui contestaient l'euro étaient des maréchalistes, donc des pétainistes. On peut être fou pour dire ça. Question technique. L'euro, c'est une question de stabilité de cours des monnaies. On dit le cours du franc français et du Deutsche Mark devait être 1 à 1 pour le siècle des siècles, alors qu'ils avaient fluctué tout le temps avant. Si tu dis non, ça peut pas marcher, il faut qu'ils puissent fluctuer. Maréchaliste. C'est la folie du discours idéologique dans lequel on est, tu vois. On est vraiment... Moi, je trouve vraiment que on est dans une situation que j'ai tendance à trouver comme pire que celle de ma jeunesse, parce que si tu veux... Bon, même si moi je suis pas très anticommuniste, je reconnais qu'il y avait potentiellement une menace de conflit avec le monde communiste, etc. Mais je pense qu'elle était extraordinairement exagérée et fantasmée, etc. Mais enfin, le monde communiste existait. Mais maintenant, on n'a pas réellement de menace. Il n'y a pas de menace fasciste. Il n'y a pas de menace... il y a une menace que des partis dits d'extrême droite arrivent au pouvoir, comme Salvini en Italie. Mais ça, c'est de nouveau entièrement le résultat de la politique européenne et des politiques suivies par les gens qui sont au pouvoir, tu vois. Et donc, c'est assez... Je trouve que on a tendance à s'inventer des ennemis à l'extérieur. On invente des ennemis, la Russie, la Chine, l'Iran, la Syrie, qui ne sont pas nos ennemis, qui nous en veulent pas, qui veulent pas la guerre avec nous, qui veulent juste qu'on leur foute la paix, le Venezuela. Et alors, à l'intérieur, on invente le fascisme, l'extrême droite, etc. C'est une espèce d'hystérie comme ça. Et en plus, on criminalise la liberté d'expression, qui fait que c'est difficile d'en parler librement, de parler de la propagande de guerre. Par exemple, prends un truc qui a peut-être pas dominé l'actualité en France, mais bien en France aussi, mais totalement aux États-Unis, c'est l'histoire du Russiagate. Donc il y avait deux assertions. Une, c'est que les Russes étaient ingérés dans les élections américaines. Les Américains s'ingèrent dans les élections de tout le monde partout, mais les Russes ne peuvent pas s'ingérer. Alors il n'y a pas de preuve vraiment qu'ils sont ingérés massivement.
Mais bon, il y avait sûrement des comptes Twitter, Facebook, etc. de Russes soutenant Trump, mais il y en a 10 fois plus en Europe soutenant Hillary Clinton. Hein. Donc ça, je sais pas ce que c'est comme ingérence, mais l'assertion, c'était que Trump était une poupée, enfin une puppette du Kremlin, parce qu'il y avait une collusion entre la campagne. Mais ça a été démenti par le rapport Mueller, après des années où ça a été répété jour après jour dans les médias américains, genre CNN, etc., New York Times, Washington Post, des médias soi-disant sérieux, libéraux, etc. Alors c'est comme de la folie, c'est comme l'histoire des armes de destruction massive en Irak, comme un certain nombre d'allégations de gazage en Syrie, etc., où on a des arguments très factuels pour réfuter ce genre de trucs et où la presse s'emballe dans des trucs totalement délirants. Et est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'il y a un dénominateur commun à ces élites dont tu parles, qui serait la défense de l'État d'Israël? Je te vois venir là. Mais écoute, je pense que Parce que c'est quand même. Je pense que la défense de l'État d'Israël est un aspect, mais c'est pas le seul, tu vois. Par exemple, quand on discute avec les écologistes, prenons par exemple tout ce qui concerne le réchauffement, ce qu'il faut faire avec le réchauffement, etc. Il y a très peu de liberté de penser là. Ça n'a rien à voir avec le sionisme. Ces écolos sont en général pas particulièrement pro-israéliens, ils s'en foutent, etc. Si tu prends la construction européenne, c'est aussi lié à des considérations idéologiques. Ça a été un peu la substitution, tu vois, Mitterrand, on avait abandonné le socialisme, et beaucoup de générations qui avaient abandonné l'idée socialiste, que moi je trouve qu'il faudrait réhabiliter, mais ça c'est autre chose, se sont tournés vers l'Europe comme le grand projet, tu vois, mais ils sont pas tous juifs, sionistes, etc. Mais ce qui est vrai, et qui est assez irritant, mais malgré tout je considère pas ça comme central, c'est que effectivement, les organisations sionistes, alors elles s'en sont données à cœur joie avec les poursuites, incitation à la haine, puis ces lois spéciales, puis, tu vois, et puis la démobilisation de gens dont certains d'origine juive, comme Chomsky ou Finkelstein, etc. Enfin, un autre exemple que je trouve extraordinaire, c'est que Chomsky devait il y a quelques années recevoir un prix scientifique pour des travaux en linguistique qui devait être remis dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et ton ami Aziza, entre autres, je crois que vous êtes de grands amis sur Facebook, il a protesté, il a dit que le fait que Chomsky puisse pénétrer là, ce serait désacraliser le lieu. Donc on peut pas parler de religion de l'Holocauste, mais c'est un aspect religieux. Et pourquoi Chomsky désacraliserait le lieu? À cause de Faurisson, de nouveau. Tu vois. Alors finalement, il a trouvé refuge, si on peut dire, et ça je dois faire mon cocorico, à un truc qui s'appelle la communauté Wallonie-Bruxelles. Donc la maison, eux, ils ont accueilli Chomsky pour donner le prix. Mais c'est de la folie furieuse. Il n'avait pas parlé devant l'Assemblée nationale. Tu sais, l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de salles, il y a des salles de réunion où tu peux faire toutes sortes d'activités annexes au fonctionnement de l'Assemblée. D'un autre côté, tu vois, il y a un truc, par exemple, je vais dire quelque chose de négatif sur les négationnistes qui n'a rien à voir avec la vérité de ce qu'ils disent. Mais ce qu'il y a, c'est que je vois que eux pensent, tu vois, que à moins de mettre en question Nuremberg, tu ne peux pas arrêter l'immigration. Mais ça, c'est pas vrai. Salvini le fait, il met pas en question Nuremberg. Par exemple, Thion, lui, il pensait que si les thèses de Faurisson, comment dirais-je, étaient mieux connues, ou gagnaient la bataille des idées, alors ça mettrait en question Israël. Mais Israël existe à cause de ses armes, pas à cause de l'idéologie. Et ici, Israël devient de plus en plus impopulaire. Donc, à mon avis, tout ce débat sur l'Holocauste, pour moi, c'est inutile dans un sens ou l'autre. Qu'on laisse les historiens travailler et qu'on n'en fasse pas une question politique. Tu vois? Comme en général, toutes les questions du passé. Parce que tu vas me reprocher que mon grand-père, mon arrière-grand-père a exploité ou torturé, persécuté ton arrière-grand-père ou ton grand-père, pas toi personnellement, mais collectivement, mes ancêtres... Peut-être, qui sait? Mes ancêtres blancs ont persécuté collectivement d'autres ancêtres. Mais on est à se reprocher d'un passé qu'on ne peut plus étudier scientifiquement. Par exemple, en Belgique, le chiffre, si tu veux, la colonisation du Congo par Léopold II, un des chiffres qui est sûrement réclamé par les afrodescendants, c'est qu'il y a eu 10 millions de morts. C'était un chiffre, je crois, avancé par les Anglais à l'époque. C'est pas rien, 10 millions, c'est plus que la Shoah. Bon. Mais évidemment, les patriotes belges, ils sont pas contents. Donc eux, ils disent non, c'est exagéré, il y a une invention de la propagande britannique, etc. Qu'on laisse les historiens travailler. Je vais tuer personne.
Même si j'étais d'accord avec... alors, évidemment, là, le débat est libre, entre parenthèses, en Belgique. Tu peux nier ça, hein, il n'y a pas de loi. Mais évidemment, heureusement. Mais à quoi ça sert? Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je suis responsable parce qu'il y a 10 millions de morts. J'étais pas là, j'ai envie de tuer personne. Tu vois, il y a quelque chose de surréaliste dans notre culture où on n'arrête pas de se reprocher des crimes qu'on serait bien incapable de faire nous-mêmes si on devait les faire. Il y a une grande différence entre faire des quenelles ou se mettre des uniformes nazis, etc., et réellement aller se battre sur le front de l'Est comme l'ont fait des gens comme, je sais pas, Doriot, les gens des volontaires français contre le bolchevisme, à moins 20 degrés, se faire tuer là, etc. Je ne les admire pas, mais c'est dans l'autre sens, c'est vrai aussi, les antifascistes, c'est beaucoup plus facile de m'interdire de faire un séminaire que d'aller se battre en Espagne contre Franco, tu vois. Et donc je pense qu'on est à une époque où les gens seraient totalement incapables de commettre les crimes qu'ils se reprochent que leurs ancêtres ont fait. Et donc le type va dire, moi je suis antifasciste, oui, mais est-ce que tu irais vraiment te battre en Espagne? J'ai le plus grand doute. Alors comment peut-on sortir de cette situation? Tu donnes quelques pistes dans ton livre, et tu nous parles de l'édit de Nantes. Oui. Mais d'abord... Que faire, Jean Bricmont? Que faire, comme disait Lénine. Mais d'abord, je voudrais... Oui, on va terminer là-dessus, avec l'édit de Nantes. Mais... je voulais, pour revenir sur la question du négationnisme et de l'effet de ces lois, je voulais citer un Italien, un intellectuel catholique italien qui s'appelle Cardini. Et il a dit, voilà, ne sous-estimez pas ce que je vais dénoncer, parce que je suis quelqu'un de pas très intelligent, mais je voyage, j'écoute ce que disent des gens, dans le train, dans les bars, je parle avec des jeunes de toutes les régions de l'Italie, du monde, etc. Et comme catholique, je suis en contact avec beaucoup d'autres catholiques. Eh bien, gardez-vous bien, parce que ce que dit est vrai. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le révisionnisme négationnisme est en train d'ouvrir une brèche. Le nombre de personnes qui, sans oser l'admettre, sont impressionnées et troublées par leurs arguments ne cesse de croître. Le nombre de ceux qui, en public, affirment une chose et en privé soutiennent exactement le contraire, ce dont on me soupçonne, évidemment, est en train de croître aussi. Et pourquoi? Parce qu'on persécute ceux qui défendent ces idées, on les condamne sans leur donner le droit de parler et sans riposter. De cette manière se crée dans l'opinion publique un sentiment croissant que si on en a peur, c'est que ces gens-là disent des vérités. C'est évident que les gens vont réagir comme ça. Et alors il dit ça peut être la prémisse d'une nouvelle vague de préjugés antisémites, etc. Alors il dit effectivement, la seule chose à faire, c'est de les combattre dans un débat contradictoire, etc. Il termine en disant qu'est-ce que nous attend. On fabrique des martyrs en les faisant taire. Se taire. Si on veut, oui. Bah oui. On peut dire, si on met des gens pendant des années en prison, on peut pas dire qu'on les réprime pas, quoi. Hein. Alors, et la phrase que j'aime bien aussi de Chomsky sur cette histoire, c'est de dire que c'est un triste hommage qu'on rend aux victimes de l'Holocauste que d'adopter la doctrine centrale de leur bourreau. Parce qu'après tout, c'est des nazis, c'était pas pour la liberté. Moi, je suis nazi parce que je défends la liberté d'expression, mais eux, ils étaient pas pour la liberté d'expression. Et au contraire, eux, ils ont instauré justement les vérités d'État. Mais je pense que, bon, l'édit de Nantes, qui a été fait par Henri IV et qui voulait mettre fin aux guerres de religion, et puis dont on connaît surtout l'abolition sous Louis XIV, qui a relancé un exode des protestants et des guerres de religion. Alors il dit d'abord, la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement, et durant tous les autres troubles précédents, demeura éteinte et assoupie comme de choses non advenues. Il ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, d'en faire mention, procès ou poursuite, en aucune cour ou juridiction que ce soit. Donc là, on peut pas faire de loi Guesso et tout ça, on peut pas, bon. Et il défend à ces sujets, donc c'est pas du tout libertaire, mais d'en renouveler la mémoire, de s'attaquer, ressentir, injurier, provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause et prétexte que ce soit. En disputer, contester, quereller, ni s'outrager ou s'offenser, de fait ou de parole, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants d'être punis, etc. Tu vois? Il interdit de parler du passé. Il interdit de se disputer du passé. Tu peux pas dire, oui, mais toi, tes ancêtres ont exploité mes ancêtres. Non, tu peux pas. Tu peux pas dire, oui, mais tes ancêtres catholiques ont persécuté mes ancêtres protestants ou vice-versa, puisque c'était ça la question qui se posait à l'époque. Et donc, des juifs ne peuvent pas dire, oui, mais vos ancêtres m'ont persécuté. Non, interdit. Évidemment, c'est pas plausible, tu vois, d'avoir une loi pareille aujourd'hui, parce qu'elle serait évidemment aussi contraire à la liberté d'expression. Mais, tu vois, je dis, peut-être que la paix entre communautés en France vaut bien que l'État s'abstienne de réprimer les paroles politiquement incorrectes, les incitations à la haine et les négations de l'histoire.
Et je pense que ce serait évidemment beaucoup plus sage que ce qu'on fait aujourd'hui, y compris pour la coexistence pacifique entre communautés, y compris pour la... Alors, ce qui est, en fin de compte, comment dirais-je, le but, soi-disant, rechercher la lutte contre le racisme. Parce que le racisme ne peut disparaître que si les gens de différentes communautés se parlent et s'entendent. Sinon, si les communautés sont là, fermées sur elles-mêmes, antagonistes, elles ne s'aimeront jamais. Donc, ça engendre ce qu'on appelle le racisme. C'est évident dans la psychologie humaine. Donc Jean, tu prêches le pardon mutuel. Non, parce que non, l'oubli, c'est différent. Le pardon, c'est pour des crimes qui ont été commis. Si tu m'agresses, je peux... Mais ce qui est différent, c'est de dire que mes ancêtres ont persécuté tes ancêtres. Ça, c'est autre chose. Tu vois? Je suis désolé, les Juifs actuels ne sont pas victimes. Mais les Français actuels ne sont pas bourreaux. Les Allemands actuels ne sont pas bourreaux. Chaque fois que je dis... Par exemple, les Polonais, maintenant, veulent réclamer des milliards, je ne sais pas quoi, aux Allemands pour ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Mais les Allemands actuels... D'abord, les Allemands sont assez forts pour résister. Ils vont les envoyer promener. Ils ont dit, tout ça, ça a été résolu en 1953, on ne paye plus. Bien qu'ils continuent à payer indirectement pour Israël, pas occasionnellement, mais pour les Grecs, les Polonais, ça, allez vous faire foutre. Mais le problème de ce genre de truc, c'est qu'évidemment, d'abord, si on veut construire l'Europe, c'est nouveau un truc qui montre que ça marche pas, parce que là, les peuples différents. Et évidemment, les Allemands actuels sont responsables de rien du tout. Ils n'étaient pas là. Je veux dire, cette idée d'une responsabilité collective transmissible aux descendants, si ça, c'est pas raciste, je ne sais pas ce que c'est que le racisme. Hein. Jean Bricmont, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Vincent. On espère qu'on n'aura pas de procès avec cette émission. Qu'on n'aura pas de procès, oui. Mais écoute, s'ils en font, ils sont fous. Hein.